Nous sommes très fiers d'accueillir un des grands pontes des blockchains, un mathématicien, et qui sait être quand même très clair pour tout le monde, le professeur Jean-Paul Delahaye, de l'Université de Lille et du laboratoire Cristal du CNRS, qui va nous parler non seulement des blockchains, mais aussi des crypto-monnaies, et pas seulement du Bitcoin, parce que des crypto-monnaies, il y en a, je ne sais pas, 800. 1000, plus de 1000. 1000, plus les contrats intelligents. Et donc, il y aura environ une demi-heure à la fin pour les questions-réponses de la salle. Jean-Paul, à toi. Merci, bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous et puis très fier d'être invité ces lundis de l'IE. Alors, je vais parler de... Non, je crois que mon micro marche. Je vais parler de Bitcoin, de monnaie cryptographique, de blockchain. Tout ça, c'est lié. Ceux qui ne connaissent pas du tout, j'espère que quand j'aurai fini, ils comprendront bien le lien qui relie ces choses-là. Juste une petite chose. Ce matin, le Bitcoin a battu son record de tout temps. Il a atteint 8100 $, valeur qu'il n'avait jamais atteint avant. Donc voilà. Alors, je me présente quand même un petit peu pour dire, j'ai des choses que je veux préciser. Donc moi, je suis plutôt mathématicien. Voilà, donc j'appartiens à un laboratoire du CNRS. J'ai fait des recherches sur la complexité, donc je suis plutôt un informaticien théoricien, on va dire, et son utilisation, donc la complexité de Kolmogorov pour être précis, et son utilisation en économie, la théorie des jeux. Et puis depuis 2013, mais seulement 2013, je m'occupe de monnaie cryptographique, de comprendre comment ça marche, de blockchain, etc. Je tiens une rubrique dans le journal Pour la Science, qui est la version française du Scientific American. Et alors, surtout, c'est ça que je veux dire. Moi, je ne spécule pas sur le Bitcoin, ou sur l'Ether, ou sur une autre monnaie cryptographique. J'en ai des pouillas parce que il vaut bien que je sache comment ça marche et que je les fasse fonctionner. Parfois, les pouillas sont devenus un petit peu plus que ce que j'avais investi. Un jour, j'ai mis un billet de 20 € dans une machine à Bitcoin. Aujourd'hui, il valent 500 €. Mais ça, j'y peux rien. C'est parce que le cours a augmenté. Mais voilà, donc ma richesse en Bitcoin, c'est l'équivalent de 500 € aujourd'hui, à peu près, un peu plus. Parce que, bon. Alors, mon but ici va être de faire une introduction, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ne connaissent peut-être pas bien justement ce sujet, et puis donner des informations d'actualité. Alors, mon titre, il est très ambitieux, hein, puisque ça s'appelle « Où en sommes-nous » Les choses évoluent tous les jours. Il y a des centaines de travaux qui sont faits dans les entreprises sur les blockchains. Faire un bilan, c'est sans doute difficile et je le ferai sans doute de manière insatisfaisante. C'est pas possible. Il y a une actualité extraordinaire, voire extravagante. Alors, beaucoup de gens parlent de blockchain et ne savent pas trop ce que c'est. Et on peut se poser la question, par exemple, de quelle couleur c'est, là. Bon, bah, c'est mauve, voilà, c'est ce que dit le dessin. Alors, je vais faire une citation de Jean-Claude Trichet. Donc, il dit que la blockchain, c'est une invention géniale. Donc, je lis, hein, c'est une invention géniale parce qu'elle repose sur une décentralisation complète de l'enregistrement des transactions. C'est tout à fait exact. Au lieu d'avoir un système central, comme quand on fait des opérations auprès d'une banque, qui enregistre et qui contrôle tout, on est en présence d'une technologie, alors il dit impressionnante, testée sur beaucoup d'applications, et il précise, c'est ça qui est amusant, qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, parce que le Bitcoin, il y a quand même très mauvaise presse, il y a une très mauvaise image à cause d'un certain nombre d'affaires qui sont arrivées autour du Bitcoin, et du coup, les gens dans les entreprises qui veulent s'occuper de blockchain, en général, ne veulent pas parler de Bitcoin. Enfin, c'était le cas il y a quelque temps, c'est un peu passé maintenant, mais ils ne veulent surtout pas parler de Bitcoin. Alors, je commence pour être directement dans le sujet, par faire une tentative de définition de ce qu'est une blockchain. Parce que souvent on en parle, et puis en fait, je pense qu'on ne respecte pas un minimum de choses qu'on doit mettre dans la définition d'une blockchain. Alors, je lis ce que j'ai écrit ici. C'est un registre. Alors, voilà, un registre, ça pourrait être en papier, mais ce n'est pas en papier. On est à une époque du numérique. On est à l'époque du numérique. Donc, c'est un fichier informatique qui est partagé. Alors, le terme partagé en informatique, il a plusieurs sens. Donc, en fait, il vaut mieux être plus précis. Ce fichier, il va être multiplié sur un réseau
pair à pair. Alors, un réseau pair à pair, c'est un réseau justement où il n'y a pas d'entité centrale, où les échanges se font de pair à pair. Et dans le cas des blockchains, les échanges doivent se faire jusqu'à ce qu'une information touche tous les nœuds du réseau. Donc, multiplier sur un réseau pair à pair, ça va signifier la chose suivante, ça veut dire que chaque nœud du réseau, dans le cas du Bitcoin, ce sera chaque nœud principal du réseau, va détenir une copie de ce fichier. Donc, ce fichier va être multiplié, il va être une fois, deux fois. Dans le cas du réseau Bitcoin, il y a 5000 nœuds au moins qui sont des nœuds complets qui vont détenir la même information, la blockchain, qui indiquera un certain nombre de choses sur la monnaie Bitcoin. Donc infalsifiable, parce qu'elle va être protégée par un peu de cryptographie. Bon, ça après, il y a plusieurs façons de rendre le fichier infalsifiable. Indestructible. Alors indestructible, c'est presque un mot qui est en trop dans cette définition, parce qu'à partir du moment où le fichier est reproduit à l'identique sur 5000 nœuds, ben, il y a un nœud qui disparaît parce que la machine tombe en panne. Pourquoi pas, il y a une bombe atomique qui tombe et puis ça détruit 50% des nœuds. Il reste encore 50% des nœuds. Donc indestructible, c'est le fait d'être multiplié. Alors ouvert, je l'ai mis entre crochets parce que les informations qu'on va écrire sur une blockchain, elles pourront être effectivement lisibles par tout le monde. Ça sera le cas de la blockchain des monnaies cryptographiques comme le Bitcoin. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Des informations écrites sur la blockchain peuvent être chiffrées, peuvent être réservées à certains utilisateurs, mais elles seront présentes, sous une forme éventuellement chiffrée, sans pouvoir être supprimées, modifiées. Ça, c'est la caractéristique principale des blockchains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce fichier va être composé de blocs. On dit pages aussi, ça serait mieux de dire pages finalement, qui vont être mis les uns derrière les autres. Et en fait, on ne pourra que rallonger la blockchain. La chaîne de blocs, la chaîne de pages ne pourra être que rallongée. C'est comme un livre dans lequel on pourrait rajouter des pages, mais on ne peut jamais en enlever, on ne peut jamais réécrire sur les pages qui ont été écrites. Et donc, je pense que toutes ces idées-là doivent être présentes dans la définition d'une blockchain. Après, il n'y a pas de définition officielle de la blockchain, et d'ailleurs, c'est quelque chose d'amusant. Si vous regardez sur Wikipédia en français, vous avez une définition qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec celle qui est sur Wikipédia en anglais. Les gens ne sont pas d'accord, il n'y a pas de définition officielle. Mais moi, je pense que ces idées que je présente ici, elles sont nécessaires, et en particulier la dernière, que les pages doivent être conservées par ordre chronologique, c'est-à-dire on les rajoute à la fin, on ne les met pas au milieu, des choses comme ça. Donc, fichier indestructible, protégé, et composé de pages conservées par ordre chronologique. Alors, il y a des choses amusantes autour des blockchains et des monnaies cryptographiques. Par exemple, si on pose la question qui a inventé les blockchains, ben, c'est Satoshi Nakamoto en 2008, sauf que personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto, il reste inconnu. Il raconte dans les messages qu'il a laissés, sans dévoiler son identité, qu'il aurait travaillé 2 ans à la conception du Bitcoin. Je précise bien que le Bitcoin est la première apparition d'une blockchain, au sens où je l'ai défini ici. Ensuite, on a repris cette idée-là, on l'a adaptée, on l'a modifiée, et c'est ce que je vais expliquer, mais le concept de blockchain est né avec le Bitcoin, donc ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Quand on parle de blockchain, on parle de quelque chose qui est né avec le Bitcoin. Donc Satoshi garde l'anonymat. Vraisemblablement, c'est plutôt un groupe de plusieurs personnes. On a des soupçons. Nakamoto possède de très bonnes connaissances en cryptographie. Quand on voit le document dans lequel il décrit le protocole Bitcoin, c'est clair qu'il connaît bien la cryptographie. Alors on spécule, on étudie le style qui a été utilisé. Et puis chose amusante, c'est que Nakamoto posséderait vraisemblablement 5% des bitcoins qui ont été émis. Et ce qui est bizarre, c'est que ces 5% ou un peu plus sont sur un compte qui ne bouge jamais. En fait, il n'a jamais dépensé l'argent qu'il a gagné. C'est étrange. Alors, ça pourrait être un certain Ixabo, mais ce n'est pas sûr. Enfin, quand on pose la question à Ixabo, est-ce que c'est vous, Satoshi Nakamoto, il dit non. Donc, voilà. Ça pourrait être Al Finney, mais Finney est mort, donc ça peut pas, enfin, on ne pourra plus lui poser la question. Il y a quelqu'un qui prétend être Satoshi Nakamoto, c'est Craig Wright, mais c'est certainement pas lui, parce que les arguments qu'il a voulu donner pour prouver que c'était lui, on s'est aperçu qu'ils étaient falsifiés, donc c'est très certainement pas lui. Alors, je vais décrire
de manière un petit peu abstraite, en lisant simplement une citation de Caso et Soudoplatov, en quoi la technologie blockchain est révolutionnaire. Donc là où le monde ancien ne pensait qu'en mode de diffusion, et surtout diffusion de masse, l'Internet a montré que tout le monde pouvait être créateur et diffuseur de contenu. Tout le monde peut écrire des pages et les rendre publiques. Là où le monde ancien résonne en logique de fournisseur vers le client, donc centralisé, c'est ça, Internet a montré la faisabilité de modèles d'échange entre pairs à grande échelle, sans qu'il y ait de centre du réseau. Tout ceci ne pouvait que s'appliquer un jour au modèle transactionnel, c'est-à-dire de la circulation de valeurs. Là où le monde ancien pense qu'il faut obligatoirement un tiers de confiance, le modèle de la blockchain montre qu'on peut s'en passer, et créer un modèle pair à pair pour faire circuler de la valeur. C'est l'idée du Bitcoin. Faire circuler de la valeur, donc des Bitcoins, dans un réseau, pair à pair, sans qu'il y ait d'autorité centrale qui s'en occupe. Ça semble un peu miraculeux, mais c'est l'idée. La blockchain est la version transactionnelle des réseaux pair à pair. Dans un monde où la quantité d'interactions explose, le modèle de la confiance externalisée, donc un centre du réseau, ne peut pas faire et s'essouffle. La tentation est grande pour le régulateur, le tiers de confiance, de réclamer encore plus de moyens afin de faire face à cet accroissement du nombre de transactions. Malheureusement, cette méthode se heurte à la loi des rendements décroissants. À partir d'un certain seuil, plus on augmente les moyens, plus le système devient dysfonctionnel. Ce que propose la blockchain est un modèle où la confiance transactionnelle est fiable, auditable, chacun peut la surveiller, auditable par tous, distribuée grâce à un mécanisme d'obtention d'un consensus décentralisé. Alors, comment, vous avez une définition de la blockchain, vous avez l'idée un peu abstraite de pourquoi ça a de l'importance, c'est ce que je viens de lire à l'instant. Comment ça marche en pratique et pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé les blockchains il y a 20 ans ou 25 ans? Alors, moi, mon interprétation de ce problème, et la réponse que je donne, c'est que finalement, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ou 30 ans, c'était recopier, par exemple, dans le cas du Bitcoin, en 5000 endroits différents, un gros fichier. La blockchain du Bitcoin, elle fait aujourd'hui, je crois, 140 gigaoctets. Refaire les calculs, chaque nœud du réseau Bitcoin, chaque nœud principal du réseau Bitcoin, vérifie chacune des transactions, vérifie que chaque page qui est ajoutée à la blockchain est convenable, correcte au sens du protocole et qu'elle satisfait bien les exigences du protocole. Et donc cette sorte de gâchis, puisque chacun des 5000 nœuds, dans le cas du Bitcoin, refait les mêmes calculs, garde les mêmes informations, c'est quelque chose qui n'était pas concevable il y a 20 ans. Alors ça est devenu en 2009 quand le Bitcoin a été créé, mais je pense que le frein au développement de cette idée, c'était ça. C'est dû aussi, la naissance des blockchains, c'est dû au progrès de la cryptographie mathématique, c'est dû aussi au progrès et à la maturité de la technologie des réseaux pair à pair, donc qui permettent de réaliser ce partage d'informations collectivement validées et protégées, parce que justement on dispose d'autant de calculs qu'on veut, qu'on a une technologie de réseau pair à pair qui est bonne, une cryptographie mathématique qui a mûri. Et tout ça, ça permet, quand on construit une blockchain, de faire ce qu'on pourrait appeler la construction collective d'une vérité commune. Puisque chaque nœud va vérifier ce qui s'écrit, puisque chaque nœud va détenir la même information, on a affaire à une sorte de vérité commune qui est robuste. Tout le monde a dû se mettre d'accord pour rajouter une nouvelle page, accessible à une large communauté, et c'est un moyen de créer de la confiance. Et quand il y a de la confiance, ça augmente l'efficacité. Alors je vais parler dans un premier temps, parce que c'est quand même l'application la plus majeure et surtout la plus visible, et puis celle sur laquelle on arrive à avoir les informations les plus précises. Je vais parler des crypto-monnaies, et en particulier du Bitcoin. Et je vais expliquer pourquoi je parle principalement du Bitcoin, vous allez le comprendre tout de suite. C'est parce que c'est de loin la crypto-monnaie la plus importante. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la blockchain du Bitcoin? C'est quoi ce fichier qui est reproduit en 5000 ou plus de copies sur le réseau pair à pair du Bitcoin? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est la liste complète de toutes les transactions depuis le 3 janvier 2009, date où le réseau s'est mis en marche. Le réseau s'est mis en marche le 3 janvier 2009. Il y a eu des émissions de Bitcoin qui se sont faites selon un rythme régulier, qui est un rythme de, au départ, 50 Bitcoins toutes les 10 minutes.
Après, c'est devenu 25 bitcoins toutes les 10 minutes. Et maintenant, c'est 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Et ça sera divisé par 2 tous les 4 ans. Donc, le rythme d'émission est fixé une fois pour toutes, jusqu'à la fin des temps. En fait, pas tout à fait jusqu'à la fin des temps, parce qu'à un moment donné, quand l'émission deviendra trop faible, quand elle deviendra inférieure à 100 millionième de bitcoin, ce qu'on appelle le satoshi, les émissions cesseront. Il n'y aura plus aucun bitcoin d'émis, et il y aura à ce moment-là 21 millions de bitcoins émis, un petit peu moins en fait si on fait un calcul précis. Donc voilà, 21 millions de bitcoins en tout. Cette émission programmée, bornée à 21 millions, c'est aussi un moyen, dans le protocole, donc c'est écrit dans les logiciels qui gèrent les nœuds du réseau, ce qu'on appelle les clients du réseau. Ça ne peut pas être modifié, sauf s'il y a un accord absolument général de tous les acteurs principaux du réseau, mais c'est très improbable, ça n'a pas été modifié et ça sera vraisemblablement jamais. Donc voilà, c'est ça qui va faire que chacun va pouvoir vérifier que sur tel compte, il y a tant de bitcoins. Le fait que dans le cas du bitcoin, on sache que le compte numéro X détient tant de bitcoins, c'est accessible à tout le monde. C'est une information qui est partagée par tout le monde. Il y a une sorte d'anonymat quand même dans le bitcoin, c'est ça qu'il faut bien comprendre et qui fait peur aussi, c'est qu'en fait, quand vous créez un compte, vous n'êtes pas obligé de délivrer votre identité. Donc, tout est public et tout est inscrit sur la blockchain, mais pas le lien entre celui qui détient le pouvoir sur un compte et son identité. Donc c'est là où il y a une sorte d'opposition entre l'anonymat des détenteurs des comptes, ceux qui ont le pouvoir sur un compte, parce qu'ils détiennent une certaine clé qui leur permet d'agir sur le compte, et puis tout est public, sinon vous pouvez savoir, vous pouvez suivre ce qui se passe sur un compte, que tel compte. Alors ça c'est d'ailleurs un moyen éventuellement de repérer des trafics et de suivre ceux qui dépensent ou qui déplacent des grosses sommes d'argent, et pourquoi pas après d'aller les arrêter après. Donc l'anonymat il n'est pas absolument complet puisqu'on peut suivre toutes les transactions. Il y a un système, donc la cryptographie est utilisée donc, pour sécuriser la structure même de la blockchain. Elle est utilisée aussi, la cryptographie mathématique que j'évoquais tout à l'heure, pour gérer les transactions qui vont être signées. Et c'est ce système de signature, c'est un système de signature à double clé, ceux qui connaissent savent bien de quoi il s'agit, l'intérêt que ça a. Il y a un système qui, lui, est beaucoup plus discutable, qui est un système qu'on appelle de preuve de travail, qui va décider à qui sont attribués les nouveaux bitcoins qui sont créés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, toutes les 10 minutes, il y a 12,5 bitcoins qui sont créés, à partir de rien, c'est qu'ils sont créés ex nihilo, et qui vont être attribués à l'un des nœuds principaux du réseau, qui prend en charge la blockchain et qui gère les transactions et des pages, etc., le rajout des pages. Et donc il y a un système pour distribuer, pour désigner celui qui va gagner toutes les 10 minutes, et c'est ce qu'on appelle un système de preuve de travail. J'en reparlerai un peu plus loin parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout pour la dépense d'électricité. Et ça fonctionne, c'est ce qu'on peut appeler le mécanisme d'incitation. Puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, puisqu'il y a quand même un travail à faire circuler les transactions et puis garder une copie de la blockchain en plusieurs nœuds si possible, donc en 5000 à peu près dans le cas du Bitcoin, il faut qu'il y ait un mécanisme d'incitation. Le mécanisme d'incitation, je viens de vous le décrire, c'est l'attribution à l'un des nœuds qui gère le réseau Bitcoin de 12,5 Bitcoins toutes les 10 minutes. Avant, c'était 50 ou 25, etc. Donc, c'est une conception générale du protocole qui a été décrite par Satoshi Nakamoto et qui fonctionne bien, puisque, alors, il ne faut pas mélanger deux choses. L'usage qu'on peut faire des bitcoins peut être frauduleux. Comme le bitcoin, d'une certaine façon, c'est une forme d'argent liquide numérique. Vous pouvez faire toutes sortes de trafics avec l'argent liquide, ça sert à ça d'ailleurs, beaucoup l'argent liquide, avec les bitcoins aussi, évidemment. Mais ce n'est pas le protocole qui est en cause. Là, c'est l'usage que le font. Et donc, il y a une confusion et parfois la mauvaise image des monnaies numériques, des crypto-numériques, c'est l'usage qui est fait, et puis un certain nombre d'affaires, des banques d'échanges qui ont fait faillite, des choses comme ça. Il y a eu un certain nombre d'affaires autour du Bitcoin qui ont créé une mauvaise image. Mais si on s'interroge sur le protocole défini par Nakamoto, ça fait bientôt 9 ans, au mois de janvier prochain, qu'il fonctionne parfaitement. Parfaitement, avec des incidents. Il y a eu quelques incidents, mais très très minimes, et qui ont tout de suite été maîtrisés.
Alors, Christine Lagarde s'est récemment exprimée sur les monnaies cryptographiques, les monnaies virtuelles, elle dit. Et ce qu'elle dit, moi, je trouve, est très juste. Elle a dû être très bien conseillée, ou alors elle a très bien compris tout, toute seule. Les monnaies virtuelles produisent leur propre unité de compte, le bitcoin, leur propre système de paiement. On peut faire circuler les bitcoins. Ces systèmes permettent des transactions de pair à pair, sans chambre de compensation, sans banque centrale. Tout ça, c'est parfaitement exact. À l'heure actuelle, les monnaies virtuelles comme Bitcoin ne représentent pas encore une menace pour l'ordre existant des monnaies fiduciaires et des banques centrales. Et je vais justifier cette affirmation. Alors, elle continue. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop volatiles, trop risquées, trop énergivores, parce que les technologies sous-jacentes ne sont pas suffisamment scalables, c'est-à-dire envisageables à plus grande échelle, que beaucoup d'entre elles sont trop opaques pour les régulateurs et que certaines ont été piratées. Là, c'est pas très clair parce que certaines petites monnaies cryptographiques ont été piratées, mais les grandes, non, pas vraiment. Beaucoup de ces défauts ne sont que des défis technologiques qui pourraient être surmontés avec le temps. Je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses qui est assez exacte. Alors, soyons très concrets. J'ai fait mes transparents hier matin, donc vous avez les cours d'hier matin, pas de tout de suite. Il y a plus de 1000 crypto-monnaies qui ont été émises. Parce que quand une idée est bonne, elle est tout de suite copiée. Et comme justement les codes qui permettent de faire fonctionner le réseau Bitcoin sont open source, bah, c'est encore plus facile à copier. Il suffit juste de changer quelques mots, etc. Puis on a tout de suite une autre crypto-monnaie. Il faut trouver des nœuds qui acceptent de participer à la gestion de cette nouvelle crypto-monnaie si on en crée une. Mais bon, a priori, c'est très facile à copier. Donc il y a plus de 1000. Mais dans la réalité, il n'y en a qu'un petit nombre qui sont importantes. Et alors, ce qu'il faut regarder, ce sont les chiffres qui sont ici. Donc, c'est des milliards de dollars. Donc, le Bitcoin, aujourd'hui, si on comptabilise, il y a à peu près 16,5 millions de Bitcoins qui ont été émis. Leur valeur totale, c'est 128 milliards de dollars. Je préfère toujours parler en dollars. Hein. Vous faites la conversion si vous voulez. La seconde monnaie cryptographique, qui est l'Ether, émis par le réseau Ethereum. Elle pesait hier matin, c'est vrai, mais ça n'a pas beaucoup changé, 35 milliards de dollars. Donc c'est déjà, je ne sais pas, 4 fois moins. La troisième monnaie cryptographique, qui est le Bitcoin Cash, alors ça c'est une imitation presque point par point, sauf sur un seul point, je vais l'évoquer tout à l'heure, le Bitcoin Cash qui est né le 1er août 2017. Donc il est tout récent et il vaut déjà 20 milliards de dollars. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, ça fait partie des choses concernant l'actualité. Ensuite, il y a une autre monnaie cryptographique qui s'appelle Ripple, qui est un petit peu spéciale, qui est, on va dire, pas totalement décentralisée. Donc ça rassure un certain nombre d'acteurs, et en particulier des banques, qui aiment bien le Ripple. Mais déjà, c'est beaucoup moins. Hein. C'est 8 milliards par rapport à 128 milliards sur le Bitcoin. Et puis Litecoin, etc. Et ça continue, ça continue, ça continue. En tout, la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, c'est 233 milliards, on va dire 200 milliards, dont 120 pour le Bitcoin. Donc vous voyez bien que le Bitcoin, il domine très largement. C'est ce que représente ce schéma-là. Et il est intéressant parce qu'il montre, donc ça c'est des éléments d'actualité, l'évolution qu'il y a. Si on prend en 2013, je ne sais pas si on voit très bien, donc si on prend ce qui se passait en 2013, à cette époque-là, le Bitcoin, parmi toutes les crypto-monnaies, il représentait plus de 90% de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Et puis, il a perdu, c'est un peu érodé. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont apparues, qui ont semblé intéressantes, sur lesquelles les gens ont misé ou spéculé, si vous préférez. À un moment donné, d'ailleurs, c'était étonnant, ça c'était il y a quelques mois. Il y a une actualité très agitée toujours autour. La proportion de 90 qui était déjà passée à 80, elle est descendue en dessous de 50, au profit d'une monnaie qui est la numéro 2 aujourd'hui, qui est l'Ether du réseau Ethereum. Et puis, il y a une sorte de désaffection relative pour les Ethers, je dis relative, hein, puisque, comme vous le voyez, dans les derniers mois, l'Ether a baissé et le
Bitcoin est remonté aux alentours de 50-60%, ça dépend un petit peu des semaines, d'importance parmi la capitalisation. Donc le Bitcoin a perdu. Pourquoi? Voilà, c'est des choses dont on peut discuter, qu'il est intéressant de discuter. Alors, autre élément d'actualité, mais qui est plutôt effrayant, je trouve, qui n'est pas tellement rassurant. En un an, donc j'ai regardé du 19 novembre 2016, où le Bitcoin valait 751 $ jusqu'au 19 novembre 2017, où il valait 7694 $ vers 10 h du matin. Aujourd'hui, il a dépassé 8000. Donc le cours a été multiplié par 10. Vous serez d'accord avec moi que c'est plutôt un peu effrayant. Comment quelque chose peut-il être multiplié par 10 en un an? Voilà. L'Ethereum, c'est pire, ou c'est mieux, si on en a. Du 19 novembre 2016 au 19 novembre 2017, il est passé de 9,5 $ à 367 $. Il a été multiplié par 38. J'ai fait la règle de la division. Bon, voilà, c'est encore plus effrayant. Alors, maintenant, est-ce que c'est important? Ça, c'est la question. Et Christine Lagarde disait que ce n'était pas si important que ça. Alors, j'ai fait un petit schéma. Donc, il y a les 128 milliards de dollars du Bitcoin, les 233 de toutes les crypto-monnaies. Alors, Amazon, c'est 492. Apple, c'est 700 et des poussières, 800. Voilà. Alors, c'est pas ça le plus intéressant, c'est comparons au dollar. Alors, le dollar, il y a plusieurs façons de comparer. Intéressons-nous à ce qui est le plus concret, c'est les billets et les pièces qui circulent en dollars. Les billets et les pièces qui circulent en dollars, aujourd'hui, c'est à peu près 1500 milliards. Donc, le Bitcoin 128, c'est, on va dire, en gros, un dixième. Donc, en valeur, il y a quand même un dixième de valeur sur le Bitcoin comparé au dollar en billets et en pièces qui circulent. C'est pas beaucoup, puisque ça veut dire que c'est pas vraiment un concurrent du dollar aujourd'hui, mais à peu près un dixième, ça commence à compter. Et si on prend toutes les crypto-monnaies, 233 milliards, c'est plus. Souvent, on compare le Bitcoin à l'or. Alors pourquoi est-ce qu'on le compare à l'or? C'est parce que la quantité d'or sur Terre, elle est fixée une fois pour toutes. Bon, on peut en extraire, mais quand ça coûte trop cher de l'extraire, on arrête d'en extraire. Il y a un cours qui fait que... Et la quantité d'or qui est sur Terre, évaluée... Alors, il y a des variations quand on cherche des évaluations de cette quantité et de sa valeur en dollars. C'est de l'ordre de 8000 milliards de dollars. Donc, 8000 à comparer à 128. Donc, le Bitcoin, c'est peut-être comparable à l'or, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus petit, puisque 128 à 8000, il y a quand même une bonne proportion en faveur de l'or. Donc voilà, ça c'est pour situer un peu les choses. C'est beaucoup, et c'est pas tant que ça. Et tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Alors, les événements récents sur les crypto-monnaies, qui concernent quand même principalement les petites crypto-monnaies qui sont créées tous les jours, on va dire. On peut s'y intéresser, mais c'est pas les événements. Alors, il y a eu un ajustement technique, mais je ne vais pas en parler, ce n'est pas très important. Pour l'avenir du Bitcoin, cet ajustement technique il va permettre de développer d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qui, sur un plan technique, qui est important. Je vais juste évoquer que cet ajustement, qui s'appelle donc Segwit, c'est quelque chose qui a été fait avec un accord unanime de tous les gens qui ont du pouvoir sur le Bitcoin. Quels sont les gens qui ont du pouvoir sur le Bitcoin, sur le protocole, sur les évolutions du protocole? Le protocole n'est pas complètement fermé. Si les mineurs, donc les gens, je vais employer ce mot-là, les mineurs, ceux qui détiennent ces 5000 nœuds principaux du Bitcoin, sont d'accord entre eux, ils peuvent faire évoluer certains aspects du protocole du Bitcoin. Et par exemple, ils peuvent faire évoluer la taille des pages qui sont rajoutées toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, la taille des pages qui sont rajoutées toutes les 10 minutes, c'est 1 mégaoctet, et ça correspond à un nombre limité de transactions, qui aujourd'hui d'ailleurs est insuffisant pour faire passer toutes les transactions que les gens voudraient faire passer en Bitcoin. Donc il y a une sorte de goulot d'étranglement, il y a une sorte d'asphyxie du réseau Bitcoin qui est due à la taille des pages qui sont rajoutées toutes les 10 minutes et qui n'est pas suffisante. Et c'est l'objet d'une grande discussion, d'une dispute entre ceux qui s'occupent du Bitcoin et qui veulent faire évoluer le protocole. Il y en a qui veulent augmenter la taille de ces pages qui sont ajoutées toutes les 10 minutes pour qu'on puisse faire passer plus de transactions
par seconde. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 5 à 10 transactions par seconde au maximum. Ce n'est pas assez pour être concurrent d'un réseau comme le réseau des cartes bancaires ou PayPal, etc., où ça se compte en milliers de transactions par seconde. Donc si on pense au Bitcoin comme un réseau concurrent du réseau des cartes bancaires ou de PayPal, il faut augmenter la taille des pages, et pas seulement, ça ne suffira pas. Il y a une restriction aujourd'hui sur ce nombre de transactions qui est quelque chose d'ennuyeux. Et donc Segregated Segwit, là, c'était une part de solution, mais absolument pas suffisant. C'est un premier pas plutôt. Il y a autre chose que j'ai déjà évoqué, c'est ce qui s'est passé le 1er août. Alors, le 1er août, il s'est passé ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui souhaitaient que la taille des pages augmente, qui ont imposé leur point de vue. Ils ont dit, nous, à partir de demain, enfin, à partir du 1er août, eh bien, on acceptera des pages jusqu'à 8 mégas. Donc, on va multiplier par 8, parce qu'eux, ils étaient défenseurs de l'idée qu'il fallait augmenter la puissance du réseau. Ceux qui sont opposés à l'idée qu'il faut augmenter la taille des pages, la raison, c'est à la fois une raison technique, parce que plus la taille des pages sera grande, plus il faudra être important pour gérer un nœud. Donc, c'est l'idée que ça doit rester décentralisé et accessible à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir détenir un nœud et le faire fonctionner, ce qui est le cas. Vous pouvez détenir un nœud et le faire fonctionner, et surveiller les transactions. Et puis, il y a une autre idée, c'est que finalement, le Bitcoin, ça ne doit pas essayer d'être un concurrent de PayPal, ça doit être plutôt une réserve de valeur, donc plutôt comparable à l'or, et que ce qui est important, c'est uniquement de pouvoir faire des transactions entre des sommes importantes. Ce n'est pas la peine de rendre possible des transactions je sais pas, pour aller s'acheter un café ou une baguette. Donc, cette conception-là, il n'est pas nécessaire d'augmenter la taille des pages, elle s'oppose à celle... Alors, ceux qui étaient favorables à augmenter la taille des pages, ils ont fait une sorte de coup d'État, si on peut dire. Ils ont dit, ben, nous, à partir de maintenant, on va accepter. Et donc, à ce moment-là, le réseau, il y avait un réseau, il y a deux réseaux. Alors, ils ont fait les choses proprement, c'est-à-dire qu'on distingue bien ce qui se passe dans l'un et dans l'autre, et le Bitcoin Cash, c'est donc cette duplication. Alors, ce qui est amusant, mais c'est très étonnant quand on apprend ça pour la première fois, si vous aviez par exemple 10 Bitcoins sur un compte à vous, ben, le 1er août, vous avez aussi 10 Bitcoin Cash sur un compte de Bitcoin Cash. Donc, alors, est-ce que vous êtes devenu plus riche pour autant? Alors ça dépend de la façon dont les cours évoluent. A priori, l'idée, c'est que comme la confiance qu'on a dans le réseau, si le réseau se coupe en deux, eh bien, elle va être divisée en deux. A priori, c'est l'idée qu'on va avoir. Et donc, quand il y a un fork comme ça, a priori, la somme des valeurs du Bitcoin et de celui qui fait la sécession, là, ça va, en gros, devenir la même chose. Mais enfin, comme le cours du Bitcoin évolue très vite, en fait, c'est pas ça qui s'est produit. Et en gros, ça a plutôt été un bénéfice. Et donc, les Bitcoin Cash, c'est quelque chose qui sont venus en plus. Si vous aviez des Bitcoins, vous avez des Bitcoin Cash. J'ai des Bitcoin Cash, du coup, puisque j'en avais avant, en très petite quantité, mais j'en ai. C'est un petit peu bizarre. C'est comme ça. Alors, il y a quelque chose qu'il faut signaler, c'est qu'avant que ce fork se produise, tout le monde était inquiet. Parce qu'il était annoncé, donc ça va faire perdre la confiance dans le Bitcoin, le cours va s'effondrer dans les jours qui suivent, etc., parce que les gens ne vont pas comprendre ce fork, etc. Ben, ça ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, finalement, alors c'est facile rétrospectivement d'interpréter les choses comme ça, ben, tout le monde dit ben, le Bitcoin Cash, finalement, ça n'est qu'une monnaie cryptographique nouvelle qui est née d'une manière un peu spéciale, puisqu'elle est née en dupliquant tout ce qui existait sur la blockchain à l'instant de sa naissance, ce qui n'est pas le cas en général des autres monnaies cryptographiques quand elles apparaissent. Mais finalement, ça n'est qu'une monnaie cryptographique de plus, bon, qui a su bien tirer son épingle du jeu, puisque aujourd'hui, elle vaut 1190 $, ou plutôt hier. Ah non, c'est le 17, je ne sais pas pourquoi. Et en capitalisation, c'est à peu près 1/5 du Bitcoin. Voilà, donc ça, c'est un fork qui a marché tout récemment, le 1er août 2017. Et ça n'a pas déstabilisé, ça n'a pas fait perdre la confiance dans le Bitcoin. C'est une chose qui était un peu surprenante sur le coup.
Il y a eu un autre fork qui a été fait en 2 temps. Alors je ne vais pas donner de détails. On va dire que celui-là, il marche moins bien, parce qu'il était fait de manière un petit peu sournoise. Les gens qui ont fait ça, bon. Mais leur idée, eux, c'était pas la même. Leur idée, c'était de dire, voilà, quand on veut participer au réseau Bitcoin, on augmente ses chances d'être celui qui va gagner les 12,5 bitcoins distribués toutes les 10 minutes en fonction de la puissance de calcul dont on dispose pour calculer la fonction SHA 256. Je vais en parler, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais plus vous êtes capable de calculer vite la fonction SHA 256, plus vous aurez une forte probabilité, meilleure sera votre probabilité, c'est proportionnel d'ailleurs, à la capacité que vous avez de calculer cette fonction SHA 256. Et donc, il y a une course à la puissance de calcul du SHA 256 qui est née de cette situation-là, et aujourd'hui, il y a des quantités colossales de calculs qui sont faits, chacun des nœuds voulant être celui qui est désigné pour gagner les 12,5. Et c'est quelque chose qui n'a de sens aujourd'hui. Alors au départ, tout le monde pouvait, ce qu'on appelle miner, c'est-à-dire participer à cette recherche de Bitcoin. Enfin, les Bitcoins qui sont émis, on pourrait dire qu'ils sont extraits, comme on extrait de l'or d'une mine, donc c'est pour ça qu'on parle de minage. Et chacun pouvait, sur son ordinateur personnel, miner des Bitcoins s'il voulait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que pour miner des Bitcoins, il faut avoir des puces spécialisées, il faut avoir une puissance électrique importante à sa disposition, sinon vous n'avez aucune chance de gagner quoi que ce soit. Et vous allez dépenser plus d'argent en électricité que vous n'allez gagner d'argent avec les bitcoins récupérés par votre minage. Et donc les gens du Bitcoin Gold, eux, ont dit, il faut changer un petit peu ça, donc ils ont introduit une variante de l'algorithme qui fait la distribution des bitcoins, mais ça n'a pas très bien marché pour d'autres raisons. Et puis il s'est passé un autre événement, alors, mais je ne vais pas le donner de détails, sinon je vais parler que de ça, tout récemment. Il y a un autre fork qui était prévu, mais qui était un fork technique, et en gros qui était validé pratiquement par la communauté des gens qui sont susceptibles de peser sur ce type de décision. Et puis au dernier moment, pour des raisons de danger créées par ce fork, tout le monde a renoncé. Et donc ce fork n'a pas eu lieu, alors qu'il était prévu pour la semaine dernière. Je n'insiste pas plus là-dessus parce que je veux raconter d'autres choses. Alors, si on regarde le cours du Bitcoin sur les 3 derniers mois, il s'est produit plusieurs accidents que j'évoque vraiment très rapidement parce qu'on peut analyser la courbe comme ça indéfiniment. Là, il y a quand même une baisse. Donc, au départ, il était aux alentours de 3000 et des poussières, 3000, 4000. Et puis, il y a eu une sorte de faiblesse là qui est due à un événement bien précis et bien identifiable, c'est qu'en Chine, le gouvernement a interdit, ou a indiqué qu'il allait interdire, les plateformes d'échange entre Bitcoin et les autres monnaies. Et cette attaque des autorités chinoises sur les plateformes d'échange, ça a créé une sorte de panique, puisque la Chine joue un rôle important, je vais y revenir, dans le fonctionnement du Bitcoin. Et puis voilà, donc tout le monde a eu peur un peu, ceux qui spéculent ont eu peur, donc ça a fait baisser le cours assez brusquement. Après il a remonté, bon il y a eu d'autres incidents, j'en parle pas. Et ça, cette baisse ici, ça s'est produit au moment où on a renoncé au fork Segwit 2x là. Pourquoi? Parce que quand on y a renoncé, les gens, le fork Segwit 2x, il s'apprêtait en particulier à doubler la taille des pages. On allait passer de 1 méga à 2 mégas. Et donc, ceux qui sont pour que la taille des pages augmente ont été mécontents. Et donc, ils ont un peu misé tout d'un coup sur le Bitcoin Cash. Ça a fait un à-coup. Puis finalement, bon, ça s'est résolu. Et le cours a remonté jusqu'à battre son record de tout temps. Je n'insiste pas plus là-dessus. Alors, je vais signaler quand même. Alors, j'ai bien précisé au début de l'exposé que moi, je ne spécule pas sur le Bitcoin. Donc, je peux en dire du mal, je peux dire que je n'ai pas confiance, qu'il y a des choses qui sont dangereuses, ce que ne font pas tous les gens qui parlent du Bitcoin. Alors, je vais évoquer 6 problèmes que je considère comme majeurs, et certains sont vraiment gravissimes. Bon, la volatilité et la spéculation déraisonnable auxquelles donne lieu le Bitcoin, c'est quand même un peu effrayant, multiplier le cours par 10, donc là il n'y a pas besoin de commentaires, je pense que tout le monde comprend à quel point c'est un peu inquiétant. Il y a des tas de gens qui disent que le cours du Bitcoin aujourd'hui c'est une bulle.
tas de gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent le contraire, il y a des gens qui disent ça. Je ne veux pas dire que c'est moitié-moitié, parce qu'on ne peut pas savoir qui a de l'importance quand il donne son avis là-dessus, mais il y a des tas de gens très importants qui disent que c'est une bulle, que ça va éclater. Bon, voilà. Je donnerai mon avis éventuellement plus tard. Alors, deuxième problème que j'ai déjà évoqué, c'est le nombre de transactions. Il y a 5 à 10 transactions par seconde qui peuvent se faire, c'est trop peu, le réseau est saturé, ce qui fait que quand vous envoyez une transaction sur le réseau, je n'ai pas encore évoqué ça, mais vous devez, si vous le voulez, associer une commission à cette transaction qui va être gagnée aussi par les mineurs. Ils vont gagner les 12,5 bitcoins plus la commission associée aux transactions qui vont constituer la page qu'il va rajouter à la blockchain. Mais bon, voilà, c'est trop peu. Et ça a deux conséquences. C'est que les transactions en attente, celles qui sont passées sur le réseau, qui ont été validées, mais qui ne sont pas mises dans une page rajoutée à la blockchain. Donc c'est des transactions en attente, on va dire. Eh bien, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Et du coup, si vous ne faites pas attention à joindre une commission suffisante à votre transaction, elle va être en attente. Et donc il y a des tas de transactions en attente, et éventuellement, si vous avez mis une commission trop faible, elle va attendre indéfiniment. Ce qui est quand même un peu désagréable. C'est-à-dire qu'elle va être validée à un premier niveau, elle aura été validée par les nœuds, mais elle ne sera jamais rajoutée à la blockchain dans une page, parce que les mineurs qui ont intérêt à rajouter les transactions qui ont des commissions les plus importantes ne la choisiront pas, ils préféreront mettre des transactions auxquelles est associée une commission plus importante. Je précise quelque chose concernant ces commissions, c'est important. Les commissions que vous associez à une transaction ne sont pas du tout proportionnelles à la somme que vous déplacez. Elles sont proportionnelles en fait à la taille de la transaction. Donc quand vous déplacez $1 million, vous allez mettre une commission de 5 ou 10 $, ça va suffire largement. Enfin, il faut mettre le moins possible si possible. Par contre, si vous voulez acheter une baguette à $1 ou à 1 euro, vous allez devoir mettre autant. Parce que la transaction, elle occupera la même place sur la page. Et du coup, évidemment, ça rend inenvisageable l'usage des bitcoins pour faire des achats courants correspondant à des produits de petite valeur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est dommage. À un moment donné, on pensait que le bitcoin permettrait ces micro-achats, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est bloqué pour longtemps. Alors, il y a des solutions possibles à cette faiblesse dans le nombre de transactions. C'est les sidechains, ce seraient des chaînes qui seraient liées qui seraient connectées à la chaîne, à la blockchain du Bitcoin, mais indépendantes. Bon, mais c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui vraiment. Et puis, il y a quelque chose qui est plus ambitieux, qui consisterait à développer un système de transactions entre détenteurs de Bitcoin qui ne nécessitent pas de passer par l'écriture sur la blockchain. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être développé, mais ce n'est pas encore parfaitement au point, et surtout ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionnera bien? Est-ce que ça permettra d'augmenter beaucoup le nombre de transactions par seconde? Je n'en sais rien, c'est des choses pour l'avenir. Et c'est là où Christine Lagarde avait raison, il y a des solutions qui sont étudiées et qui pourraient résoudre ces problèmes-là, en particulier le problème du nombre de transactions. Alors, il y a autre chose qui est peut-être plus, pas plus inquiétant, mais qui est un souci qu'on omet en général quand on parle du Bitcoin, c'est les attaques possibles des primitives cryptographiques. Quand vous utilisez des dollars ou des euros, c'est basé sur la confiance, une certaine confiance en la banque émettrice. Quand vous utilisez des bitcoins, votre confiance, elle est basée sur la conception du réseau, pair à pair, qui gère les transactions et la blockchain, et en particulier, puisque ça fait partie du protocole, vous faites confiance à la solidité des primitives cryptographiques qui sont utilisées dans le protocole du Bitcoin. Si ces primitives cryptographiques sont cassées, si quelqu'un arrive à les casser et à les utiliser à son profit, ben, le Bitcoin n'existe plus. Alors, il y a un souci un petit peu précis qui concerne la procédure, le protocole de signature à base de courbes elliptiques, qui est considéré comme solide. Sauf que, par exemple, Adi Shamir, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le S du RSA,
l'algorithme RSA qui est bien connu par tous ceux qui se sont intéressés, ne serait-ce qu'un tout petit peu à la cryptographie. Et donc il a émis 15 prédictions. Et parmi ces 15 prédictions, il considère qu'il y a un problème avec les systèmes à courbe elliptique, enfin les procédures de signature ou le chiffrage à courbe elliptique. Et la raison qu'il donne, c'est que la NSA, qui s'occupe de nous espionner, mais aussi de suivre tous les progrès de la cryptographie et toutes les faiblesses de la cryptographie, aujourd'hui, elle semble s'éloigner de ces systèmes à courbe elliptique sans donner d'explication. Alors c'est un peu inquiétant, voilà, d'après lui. D'ailleurs, autre prédiction d'Adi Shamir, quand il parle du Bitcoin, il dit que le Bitcoin ne tiendra pas, mais par contre, il laissera une descendance. Bon. Donc, c'est le Bitcoin, non, mais alors c'est pas très clair. Est-ce que ça concerne d'autres monnaies cryptographiques qui seraient basées sur des idées comparables à celles du Bitcoin, ou est-ce que ça correspond plus généralement au blockchain? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on nommait souvent, mais qui peut-être pas totalement négligeable. Quatrième problème grave concernant le Bitcoin et d'autres monnaies cryptographiques, c'est que le minage, c'est le fait de détenir un réseau, d'avoir une puissance de calcul et plus vous avez cette puissance de calcul, plus vous avez un pouvoir, en particulier de décision sur l'évolution du protocole, sur le Bitcoin. Eh bien, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a 80% du minage qui est fait en Chine, sur lequel le gouvernement chinois pourrait très bien exercer une autorité. Et à ce moment-là, le gouvernement chinois disposerait de 80% du pouvoir sur le Bitcoin, il ferait ce qu'il voudrait du Bitcoin. Donc ça, alors c'est peut-être pas son intérêt, parce qu'il pourrait surtout le faire s'écrouler s'il commençait à exercer trop d'autorité sur les usines de minage qu'il y a en Chine, mais c'est un problème quand même, on ne peut pas le négliger non plus. Cinquième problème, finalement, il y a un problème de gouvernance de manière générale dans le Bitcoin, puisqu'il y a des intérêts qui ne sont pas parallèles exactement entre les mineurs, donc ceux qui détiennent cette puissance de calcul du SHA 256, etc., et qui donc ont le pouvoir aujourd'hui principalement sur le Bitcoin, enfin principalement ont le pouvoir sur le Bitcoin. Les développeurs qui, eux, peuvent vouloir le faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Par exemple, ils peuvent rester fidèles à l'idée que le Bitcoin devrait permettre des achats de petites valeurs sans qu'il y ait des commissions importantes à associer, ce qui les rend impossibles. Et les utilisateurs qui, eux, peuvent avoir des intérêts aussi différents, et en particulier l'intérêt de ne pas avoir à attendre, de ne pas attendre qu'une transaction passe pendant des heures ou des jours, ou voire jamais. Donc il y a des intérêts divergents, et finalement la conception implicite de la gouvernance du Bitcoin, c'est que ce sont les mineurs qui détiennent l'essentiel du pouvoir. Donc voilà, j'ai parlé de conceptions différentes. Est-ce que c'est une sorte d'or? Est-ce que ça doit être une sorte de PayPal? Ce sont deux conceptions différentes, mais aujourd'hui c'est plutôt une sorte d'or qui s'impose. Et puis, dernier point que je veux évoquer avec un certain soin, c'est l'énergie dépensée par le minage. On en parle souvent, mais souvent on commet des erreurs quand on parle de cette énergie. Je vais expliquer. Quand le réseau fonctionne, c'est-à-dire quand les transactions circulent sur le réseau, évidemment, ça dépense de l'énergie. Chaque nœud du réseau doit recevoir les transactions, les analyser, les faire circuler. Donc il y a une dépense d'énergie. Pareil pour les pages quand elles circulent et qu'elles sont rajoutées dans la blockchain de chaque nœud. Mais ce n'est pas cette énergie-là dont on parle quand on parle de la dépense d'énergie du Bitcoin. L'énergie dont on parle, c'est l'énergie que dépensent les mineurs pour faire fonctionner leur SHA 256, et quand on parle des usines de minage, et je n'ai pas mis de photo ici, j'aurais pu, qui sont des bâtiments entiers où il y a des dizaines, des centaines d'armoires dans lesquelles fonctionnent des puces, qui sont des puces spécialisées dans le calcul du SHA 256, des puces qui bien souvent ne savent rien faire d'autre que le calculer du SHA 256, c'est là qu'est dépensée l'électricité du Bitcoin. C'est dans le fonctionnement de ces calculateurs de SHA 56 qui servent à augmenter la probabilité
que celui qui les détient touche les 12,5 bitcoins plus les commissions qui sont émis toutes les 10 minutes. Donc il y a quelque chose d'absurde. Ce n'est pas le réseau, le fonctionnement direct du réseau qui dépense de l'énergie, c'est l'algorithme, la méthode de distribution ou de désignation de celui qui gagne les nouveaux bitcoins créés. Alors, quand je dis ça comme ça paraît totalement absurde pour le coup. Alors, ça l'est un petit peu moins parce qu'il faut rajouter que plus il y a de puissance de minage total, donc de calcul du SHA, plus le réseau est difficile à attaquer par ce qu'on appelle les attaques 51%. Je ne donne pas de détails, mais voilà. Donc cette puissance de calcul, elle sert quand même à protéger le réseau contre certaines attaques. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'aujourd'hui, vu le cours qu'a atteint le Bitcoin, et donc la quantité d'énergie qui est dépensée et d'argent qui est dépensé pour calculer des SHA 256, cette sécurité apportée et cette résistance aux attaques 51% peut-être finalement être inutilement forte. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Elle est inutilement forte et coûteuse. Alors, je vais m'amuser ici à faire un petit raisonnement. Il sera contesté par des gens, mais sur le fond, je pense qu'il est indubitable. Aujourd'hui, il y a 28... Alors, ce sont des évaluations, parce qu'on ne peut pas savoir très précisément combien dépense d'électricité la puce que vous utilisez, vous. Personne ne vous oblige à dire combien elle dépense d'électricité quand vous la faites fonctionner. Mais on peut faire des évaluations, il y a des méthodes, et elles peuvent être plus ou moins précises. Voilà. Aujourd'hui, donc, on évalue qu'il y a 28 TWh par an d'énergie qui sont dépensés pour faire fonctionner non pas le réseau, j'ai bien expliqué, mais les calculs du SHA 256. Ça correspond à un peu plus de 3 centrales nucléaires, si je sais bien compter. Cette évaluation, c'est plutôt une évaluation forte. Il y a quelqu'un qui conteste cette évaluation, mais sa contestation finalement n'est pas très brutale, puisqu'il dit simplement que ça doit être plutôt 2 fois moins. Mais même si c'est une centrale et demie, ça fait quand même beaucoup. Et c'est aujourd'hui. Et c'est pas là. Donc ça, c'est pourquoi pas. Pour faire fonctionner ce système de distribution des bitcoins, on brûle l'électricité de plus d'une centrale, peut-être 3, à calculer du SHA 256. C'est un peu bien étrange déjà, mais ça sera bien pire. Si on imagine qu'à terme, le bitcoin est destiné à remplacer le dollar, simplement. Donc il faudra qu'il y ait en argent qui circule sous forme de bitcoin autant qu'il y a de dollars qui circulent sous forme soit de billets, soit quand même, on va rajouter les comptes courants. Donc, je ne suis pas spécialiste d'économie, mais enfin voilà, quand on compte que les billets et les pièces, ce qu'on appelle ça le M0, il y a 1500 milliards de dollars aujourd'hui qui circulent en billets. Le M1, c'est quand on rajoute les comptes à vue, on arrive à 3600. Donc imaginons qu'on veuille que le bitcoin soit compétitif, soit concurrent réellement du dollar avec ses 3600 milliards de dollars de M1. Puisque le nombre de bitcoins est limité, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, aujourd'hui il y en a 16,5 millions, puis ça va augmenter lentement maintenant, puisque l'émission a diminué, elle est passée de 50 à 25 et de 25 à 12,5. Donc la seule façon que les bitcoins qui circulent, la valeur en bitcoin qui circule, atteigne ce M1 du dollar, c'est que son cours augmente. Sinon, il ne peut pas atteindre cela. C'est un raisonnement purement logique. La personne peut contester ça. Alors, on fait pas une règle de 3, on fait une division. Ça veut dire que si on veut que le bitcoin atteigne en valeur qu'il fait circuler sur le réseau le dollar, il faut qu'il vaille à peu près 200 000 dollars. Bon, c'est pas inconcevable. Aujourd'hui, il en vaut 8 000. 200 000, ça correspond encore à une multiplication importante. Mais si on regarde combien il valait il y a 5 ans, il a eu ce facteur multiplicatif. Donc, sur un plan d'augmentation du cours, c'est pas absurde. Par contre, va y avoir un problème pour l'électricité. Alors, dans un premier temps, je vais omettre dans mon raisonnement ce qu'on appelle les halvings, c'est les divisions par 2. On est passé de 50 à 25, etc. Bon, donc je mets ça et j'y reviendrai après. Et si j'y reviens pas, vous pourrez me le signaler. Parce que ça a évidemment beaucoup d'importance. Alors, donc si on omet les halvings, donc si on omet ces divisions par 2, quand il y aura quand le bitcoin vaudra à peu près 200 000 dollars, il y aura à peu près le gain annuel
des mineurs sera à peu près de 150 milliards de dollars. Il suffit simplement de multiplier 12,5 par 6, c'est le gain par heure, par 24, c'est le gain par jour, et par 365, c'est le gain par année, et on arrive à 150 milliards de dollars. Donc les mineurs gagneront 150 milliards de dollars chaque année. Il y a une compétition entre les mineurs. Donc les mineurs sont prêts à investir dans de nouvelles machines, dans une dépense d'électricité, tant que ce qu'ils gagnent est supérieur à ce qu'ils investissent, à ce qu'ils dépensent. Donc, à peu de choses près, ils seront prêts à dépenser 150 milliards de dollars pour miner. Disons peut-être un petit peu moins, pour qu'il leur reste un certain bénéfice. Donc, 140, mais enfin bon, arrondissons, 150, de toute façon, ce n'est pas des chiffres extrêmement précis. Alors ensuite, sur cet argent qu'ils vont être prêts à dépenser pour miner, il faut évaluer quelle est la proportion qui est dépensée en électricité. Alors là, il y a plusieurs façons de faire cette évaluation. Les chiffres varient de 30 à 60%, admettons 50%. Ça veut dire que les mineurs vont être prêts à dépenser jusqu'à 75 milliards par an pour de l'électricité pour faire fonctionner leur concurrence entre eux là, et se faire attribuer les bitcoins qui sont émis. Alors en admettant un coût du dollar à 0,05 $, c'est pas cher, mais c'est effectivement ce qui se produit aujourd'hui quand les mineurs en Chine achètent de l'électricité, ils ne la payent pas à 12 centimes comme nous on la paye en France. Donc prendre le cours de 0,5, c'est assez raisonnable. Et je sais pas, les gens qui réfléchissent à ça sont d'accord pour prendre un chiffre de cet ordre-là. Donc, au bout du compte, voilà, on va dépenser combien de térawattheures par an? Eh bien, 1500 térawattheures par an. Aujourd'hui, je rappelle, on en est à 28. Quand le cours du Bitcoin sera suffisamment élevé pour être vraiment concurrent du dollar en valeur M1, on dépensera 1500 térawattheures. C'est totalement dément. La consommation française, c'est 450 térawattheures. Donc, pour faire fonctionner l'algorithme de distribution des bitcoins nouveaux créés, on va dépenser 3 fois la consommation électrique française. Ça c'est pas possible. Quand je dis ça, il y a des gens qui me disent si, c'est possible. Moi, je dis non, c'est pas possible. Il se passera quelque chose avant. Alors, je reprends quand même mon raisonnement parce qu'il y a des éléments qui peuvent être discutés, mais je veux en discuter certains moi-même, parce que sinon, vous allez avoir l'impression que je vous ai roulé. Alors, j'ai oublié les halvings. Alors, quand il va y avoir une division par 2, effectivement, le gain des mineurs va être divisé par 2. Donc, ce qu'ils sont prêts à dépenser va être divisé par 2 aussi. Donc, si on raisonne à échelle de 2 ans jusqu'au prochain halving, les chiffres que j'ai donnés sont justes. Si on raisonne à échelle de 6 ans, 2 halvings, les chiffres que j'ai donnés, il faut les diviser par 2, ça fait quand même 750 térawattheures annuels, donc plus que la consommation française. C'est encore beaucoup. Donc voilà, ça c'est un facteur, et si on raisonne à échelle non plus de 6 ans mais de 10 ans, il faut encore diviser par 2, mais ça fait encore beaucoup. Voilà. Donc de toute façon, ça signifie que si on doit arriver à un niveau équivalent à celui du M1, ça ne pourra pas se faire vite, et j'ai oublié un certain nombre de facteurs qui aggravent les choses. Là, je viens de citer des facteurs le facteur que je n'ai pas pris en compte et qui diminue le nombre de centrales nucléaires nécessaires, mais il y en a qui augmentent. Je vais en citer quelques-uns. Le raisonnement n'a pas pris en compte les commissions. Aujourd'hui, les commissions associées font qu'on ne touche pas 12,5 bitcoins, mais on touche 1 ou 2 bitcoins en plus quand on mine une page. Donc ça va augmenter le gain des mineurs, donc ce qu'ils sont prêts à dépenser. Donc l'électricité qu'ils dépensent. On n'a pas pris en compte que certains bitcoins ont été détruits. Alors parce que on dit qu'il y a 16,5 millions de bitcoins qui sont en circulation, mais ce n'est pas vrai. Il y a des bitcoins qui sont détruits parce que simplement celui qui les a détenus a oublié la clé. Et quand vous avez oublié la clé, ils sont perdus. Et il y en a, à mon avis, une grande quantité qui ont été perdus, y compris peut-être ceux de Satoshi Nakamoto, puisque le compte sur lequel ils sont déposés n'a jamais bougé. Et alors, c'est impossible d'évaluer quelle est cette proportion de bitcoins qui ont été perdus, mais elle n'est sans doute pas négligeable. Et ça serait un facteur augmentant, parce que s'il y a moins de bitcoins en circulation, avec ceux qui sont en circulation pour atteindre le M1 du dollar, il faut que le cours soit plus élevé que ce que j'ai évalué là, avec les 200 000 $. Donc ça, c'est un facteur aggravant.
bon, si au lieu de prendre le M1 du dollar, on envisageait de prendre le M1 du dollar et de l'euro. Le M1 de l'euro, il est à même ordre de grandeur que le M1 du dollar. Bah, il faudrait encore multiplier par 2, donc ça aggraverait encore les choses. Bon, voilà. Et puis il y a encore d'autres éléments qu'on pourrait en prendre en compte. C'est sûr que ces raisonnements-là sont approximatifs, mais ils montrent quand même qu'en ordre de grandeur, il y a vraiment un problème avec l'électricité que dépense le Bitcoin. Quelles seraient les solutions? Parce qu'il y a peut-être des solutions quand même. Alors, la méthode qui est utilisée pour distribuer les bitcoins, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de travail. Je n'ai pas donné le détail, mais je ne peux pas. Il y a d'autres méthodes qui sont envisagées, comme l'épreuve d'enjeu. Bon, on est obligé de constater aujourd'hui que la totalité des grosses monnaies cryptographiques n'utilisent pas l'épreuve d'enjeu. Il y a des gens qui pensent que c'est l'avenir. Ethereum envisage de l'introduire, mais il ne l'a pas introduit. Donc il envisage de l'introduire très prochainement. Partiellement, mais seulement partiellement, donc pas complètement. Donc cette histoire de preuve d'enjeu qui pourrait se substituer aux preuves de travail et qui résoudrait ce problème, à mon avis, ça se discute. Et c'est la suite qui nous le dira. Tout n'est pas écrit dans l'histoire du Bitcoin, loin de là. Donc voilà. Alors, alors, la preuve d'enjeu, il y a toutes sortes de variantes. La preuve d'enjeu, c'est vous engagez, vous avez un pouvoir de gagner les bitcoins qui est lié au nombre de bitcoins, enfin au nombre d'unités monétaires que vous détenez. Donc, plus vous en avez, plus vous avez de chances de gagner. Mais après, il y a des variantes pour éviter que quelqu'un gagne 2 fois de suite ou des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes de discussions. Il y a des gens qui disent que de toute façon, aucune de ces méthodes ne marche pour des raisons économiques, mais je ne les comprends pas de manière assez précise pour savoir s'ils ont raison ou pas. Puis de toute façon, c'est quelque chose qui est controversé. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que de toute manière, quel que soit le système, pour assurer l'autonomie, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'autonomie et la distribution, le fait que le pouvoir soit distribué. Il y a quelque chose d'équivalent à la preuve de travail qu'il faut introduire dans le système. Et il y a des gens qui disent non, mais on peut s'en sortir autrement et donc ne pas dépenser cette quantité démentielle d'électricité pour faire fonctionner l'algorithme de distribution. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même tellement énorme, de distribution des nouveaux bitcoins créés. Juste un petit sondage là, qui a été fait tout récemment. Parmi 500 personnes qui détiennent des bitcoins, il y en a 40% qui pensent qu'ils en détiennent parce qu'ils pensent que c'est une technologie qui va changer le monde. Il y en a 21% parce qu'ils pensent que c'est une valeur comme l'or ou l'argent. Il y en a 8% qui pensent que ça va être une bonne méthode de paiement. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils sont assez lucides peut-être. Et puis, alors, chose qui est amusante, c'est pour ça que je cite cette page-là, quand on leur demande, ceux qui détiennent des bitcoins, à quel cours vous allez les vendre, c'est-à-dire vous les gardez parce que vous pensez que ça va monter, mais à quel cours vous allez les vendre, et qu'on fait la moyenne, bah, ils disent à peu près 200 000 $. C'est les 200 000 que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est un hasard, hein. Il n'y a aucune interprétation à ça. Voilà, c'est bien. Mais ça signifie qu'effectivement, les gens qui détiennent des bitcoins, ils ont quand même assez confiance dans l'idée que ça va tenir, et ils sont prêts à les garder. Et c'est pour ça que quand il y a eu, au mois de septembre, et puis récemment avec Segwit2x, des baisses de cours, finalement, ça n'a pas été l'éclatement de la bulle où tout serait tombé. Bah ouais, 3 jours après, ça remontait. Ça remontait, et ça remontait plus haut. Alors, voilà. Donc je vais passer maintenant aux blockchains non cryptographiques. Je ne vais pas parler des autres monnaies. Je vais parler des blockchains, quels enjeux, quelles applications. Alors, j'ai bien dit, l'idée de la blockchain, c'est que les acteurs qui vont accéder à la blockchain, qui vont écrire dessus, qui vont la lire, soient d'accord entre eux sur un certain nombre d'informations, qu'ils partagent un certain nombre d'informations et qu'ils aient confiance dans le fait que cette information ne pourra pas être transformée, donc, et qu'elle est vraiment fiable, qu'elle est robuste. Alors, alors je cite juste ce chiffre-là, il y a un nombre colossal de travaux qui sont faits autour des blockchains.
Et pour le coup, de toutes sortes de blockchains. Parce que quand on envisage des blockchains et qu'on ne pense plus au Bitcoin ou à Ethereum, etc., on peut introduire des modifications dans le fonctionnement des blockchains qui changent tout. Tout est permis. Alors jusqu'à quel point, ça c'est une question de définition, jusqu'à quel point on peut supprimer telle chose ou pas. Dans la définition que j'ai proposée tout au début, moi je pense que si on veut parler de blockchain, il faut quand même qu'il y ait un réseau pair à pair, il faut quand même qu'il y ait un ajout de page par ordre chronologique. Et s'il n'y a pas ces choses-là, je pense que on peut appeler ça comme on veut, une base de données distribuée ou je ne sais trop quoi, ou une base de données tout court, une base de données irrévocable, mais on ne peut pas parler de blockchain. Donc, mais ça, c'est mon point de vue. Et malheureusement, quand on lit des articles sur telle entreprise qui développe telle blockchain, en général, on ne sait pas très bien quelle est la définition de blockchain qu'elle a en tête et ce qu'elle fait exactement. Et si effectivement il y a vraiment un réseau pair à pair, moi j'ai souvent eu le sentiment en lisant des comptes rendus sur des soi-disant blockchains qui étaient développés qu'il n'y avait pas de réseau pair à pair derrière. Alors c'est un peu étrange. Il y a une confusion, il y a une complication autour de ces questions-là qui est loin d'être levée aujourd'hui. Alors, partage d'une vérité, hein, c'est ça. Alors, 10 minutes, c'est bon. Mais ça, je vais quand même essayer de dire un certain nombre de choses. Partage d'une vérité, ça c'est intéressant de se mettre d'accord. Et par exemple, je suis détenteur, enfin j'ai inventé un truc génial, je veux déposer un brevet, je vais déposer une enveloppe solo à l'INPI. Bon, mais je peux faire autre chose, je peux chiffrer mon invention, la déposer sur une blockchain. Alors la blockchain du Bitcoin ne permet pas vraiment de faire ça parce qu'on peut, quand on fait une transaction, on ne peut déposer on peut associer 80 caractères associés à la transaction, ce qui n'est pas beaucoup pour décrire un brevet. Et puis surtout, comme maintenant les commissions sont importantes quand on dépose des commissions quand on fait des transactions en Bitcoin, déposer le brevet lui-même, ça ne va pas être envisageable sur la blockchain du Bitcoin. Par contre, on peut faire autre chose, chiffré ou pas. On peut faire autre chose, et c'est effectivement quelque chose qui est fait, je vais en reparler un peu plus loin, c'est non pas déposer le brevet, mais déposer ce qu'on appelle l'empreinte du brevet. Alors, je ne sais pas, ici, les gens qui sont présents, si tous savent ce qu'est une fonction de hachage. Une fonction de hachage, c'est une fonction qui prend un fichier, quelle que soit sa taille en général, et qui associe une chaîne de caractères d'une taille limitée. Par exemple, le SHA 256 que j'ai évoqué déjà, il associe 256 0 ou 1 à n'importe quel fichier. Mais il ne les associe pas n'importe comment, il les associe de façon à ce que, si vous modifiez un seul caractère du fichier initial, l'empreinte, donc le hash du fichier change complètement. Et d'une manière imprévisible, et imprévisible au point d'ailleurs que si je vous donne 256 bits d'information, vous ne saurez pas construire un fichier qui aura cette empreinte-là. Donc voilà, ça c'est les propriétés des fonctions de hachage cryptographique dit en quelques secondes. Et si vous disposez d'une telle fonction, par exemple SHA 256, et que vous avez un brevet, vous allez mettre votre brevet dans un fichier comme vous voulez, un PDF par exemple, vous allez calculer le SHA 256 de votre fichier PDF, 256 bits d'information c'est moins que 80 caractères, vous allez pouvoir l'associer à une transaction Bitcoin et la déposer sur la blockchain du Bitcoin, en n'oubliant pas de mettre suffisamment de commissions pour qu'effectivement elle ne reste pas en suspens pendant des jours, des mois. Et à ce moment-là, quand vous aurez fait ça, vous pourrez attester que tel jour, donc le 20 novembre 2017, j'ai bien déposé ce fichier-là. Vous pourrez attester ça en 2018, ou en 2019, ou en 2020. Quand vous voudrez prouver qu'effectivement vous disposiez bien de cette idée que vous avez mise dans le brevet, vous direz, regardez, voilà le fichier dans lequel est décrit le brevet. N'importe qui peut calculer le SHA 256, il y a des fonctions qu'on trouve sur Internet sans aucun problème. N'importe qui peut calculer le SHA 256 de ce fichier, et puis voir qu'il est sur la blockchain du Bitcoin. À telle date, donc au 20 novembre 2017. Donc, celui à qui vous voudrez prouver que vous disposiez bien de cette idée-là en 2017 sera certain que vous en disposiez, puisque vous aurez déposé et que lui, c'est là où ce que j'ai dit sur les fonctions de hachage est important, et que lui sera dans l'impossibilité, et n'importe qui sera dans l'impossibilité, de créer un autre fichier qui est la même fonction de hachage, la même empreinte.
comme personne ne pourra créer quelque chose qui a la même empreinte, si on voit cette empreinte-là sur la blockchain du Bitcoin, c'est qu'effectivement, elle a été calculée à partir de ce fichier-là, fichier que vous exhiberez et qui détiendra la description de votre invention. Donc, c'est un usage possible de la blockchain du Bitcoin et c'est un usage qui est effectivement proposé par un certain nombre de sociétés françaises. Je vais en parler, autant que j'aurai le temps. Alors, les assureurs sont quand même très intéressés par ces histoires de blockchain et il y a plusieurs types d'utilisation des blockchains qui sont aujourd'hui tout à fait d'actualité, enfin, c'est-à-dire qui sont plus que sur le point d'être simplement étudiés. Par exemple, il y a une blockchain qui concerne 14 assureurs qui veulent se partager des informations concernant les contrats et je n'ai pas marqué le détail ici, les contrats qui sont de résiliation qui concernent leurs diverses assurances. Avec la loi Hamon, je pense que quelqu'un qui est assuré avec un certain assureur peut passer chez un autre. Et donc, il y a des échanges d'informations que les assureurs sont obligés de se faire nécessairement les uns vis-à-vis des autres. Et faire ça avec une blockchain, c'est un moyen qu'ils considèrent comme tout à fait intéressant. Et c'est quelque chose qui est en train d'être développé, en particulier par la société Stratum, qui est une société française. Il y a un autre consortium d'assurance qui s'appelle B3I, qui développe une idée du même genre, mais alors là, c'est plutôt pour les contrats de réassurance. Donc il y a une application qui est en train d'être développée qui concerne un certain nombre d'assurances. Je passe là-dessus. Je reviens sur l'ancrage et l'heurodatage. Quand vous déposez comme ça une information avec un hash, donc l'empreinte, non seulement elle est déposée, mais elle est datée. C'est ça qui est important et qui vous permet d'assurer que le 20 novembre 2017, vous disposiez de cette information, donc de votre brevet. Il y a, je citais 3 sociétés françaises qui utilisent cette technique-là, cette idée-là, avec la blockchain du Bitcoin. Alors pourquoi est-ce que tant de gens utilisent la blockchain du Bitcoin? La raison, elle est quand même assez facile à comprendre. C'est que c'est la première, donc c'est celle qui est la plus sécurisée contre les attaques 51% en particulier, parce qu'il y a la plus forte puissance de minage qui est associée à cette blockchain. Et du coup, d'une certaine façon, on peut dire que la blockchain du Bitcoin, non seulement c'est la plus ancienne, mais c'est aussi celle qui a une solidité, une robustesse, au moins à certains types d'attaques, qui est la plus grande possible. Donc c'est sans doute pour ça que, enfin, ces 2 raisons que je viens d'évoquer, qui font que, en général, quand on dépose des empreintes, c'est sur c'est sur la blockchain du Bitcoin, qui sert donc à autre chose qu'à faire des transactions, qui sert à attester des dates, l'existence. On parle aussi parfois de preuve d'existence d'un fichier à une date donnée. Alors. Je crois que je suis bien placé ici pour... enfin, plutôt... on peut envisager des blockchains qui certifieraient les diplômes et qui permettraient à un employeur qui veut recruter quelqu'un de vérifier qu'il a bien les diplômes qu'il prétend avoir. Alors, il y a plusieurs façons de réaliser ça. La façon la plus satisfaisante, ça serait de créer une blockchain spécialisée qui serait gérée par les écoles, toutes les écoles et les universités de France, d'Europe ou du monde, et sur laquelle seules les universités et les écoles auraient le droit d'écrire, en signant leur écriture. En fait, ça serait l'attribution des diplômes. Bon, ça c'est une idée théorique, mais plutôt pour le futur. C'est pas ça qui est mis en œuvre. Ce qui a été mis en œuvre en particulier par l'école supérieure des ingénieurs de Léonard de Vinci, je crois que c'est en 2016, ça a été réalisé, c'est un système à base d'empreintes sur la blockchain du Bitcoin. Bon. Donc je ne décris pas le détail, mais pour attester d'un diplôme, il faut quand même en avoir gardé la copie, indiquer l'empreinte d'un fichier qui est par exemple le fichier du diplôme lui-même. Enfin bon, ça revient à ça. On va attester l'existence du diplôme qui va avoir été déposé par l'école d'une manière indirecte en présentant son diplôme et en permettant à celui à qui on veut prouver qu'il existe de calculer l'empreinte de ce fichier-là. Bon, un petit peu plus compliqué que ce que je dis. Le MIT, en 2017, a
développer aussi une application sur la même idée, avec la blockchain du Bitcoin, toujours elle, c'est un peu étonnant, moi je suis un peu étonné de ça, mais c'est le cas, mais en mettant au point une application qui fait que l'utilisation de cette certification, cette vérification des diplômes est rendue beaucoup plus facile que le système qui est utilisé, autant que j'ai pu le comprendre, mais j'attends des confirmations, par l'école de Léonard de Vinci. Donc voilà, ça c'est des idées sur la certification de diplôme. Je veux parler, et je vais en parler que 5 minutes, et puis il va falloir que je m'arrête, parce que sinon il n'y aura pas de place pour les questions. Je vais parler des smart contracts parce que c'est une idée qui est importante, et en particulier dans le domaine de l'assurance. Alors, quand on manipule des bitcoins, on peut faire des transactions, et le type de transaction le plus simple, c'est une transaction de type je détiens un compte A et je veux envoyer 10 bitcoins sur le compte B. Transaction basique. Bon, on peut faire des choses un peu plus compliquées, parce que le protocole Bitcoin le permet. On peut faire des transactions qui vont nécessiter plusieurs signatures. Et on peut faire des choses encore un peu plus compliquées qui vont dépendre d'une date atteinte ou pas, etc. Et l'idée de faire des transactions comme ça qui soient un peu plus compliquées, qui soient conditionnelles, qui soient pourquoi pas insérées dans un algorithme plus compliqué qui fait des choses, qui fait des choses éventuellement très compliquées, mais en particulier qui aboutit à des transactions, c'est l'idée à l'origine d'Ethereum. Donc c'est une blockchain qui permet de manipuler des Ethers et qui permet de faire bien d'autres choses, et en particulier de déposer des programmes, on appelle des smart contracts, ce n'est pas un très bon terme, mais on va dire des programmes plus simplement, sur cette blockchain qui vont s'exécuter automatiquement. Quand le programme est déposé sur la blockchain de l'Ether, il va s'exécuter sans que celui qui l'a déposé ait la possibilité de le modifier, du moins de manière directe. Il en perd en quelque sorte le contrôle. Ces contrats vont pouvoir gérer de l'argent, en recevoir et en dépenser. Et en particulier, alors je vais évoquer cette idée-là parce qu'elle est déjà mise en œuvre, on va pouvoir concevoir des contrats d'assurance automatique. Quand vous assurez, vous avez un problème, en général, c'est que vous n'êtes pas sûr que le jour où vous allez avoir un accident, l'assureur ne va pas trouver une bonne raison de ne pas vous payer ce qu'il vous doit. Voilà. Donc, quelque chose qui rassurerait le client, et puis peut-être mettrait les choses plus au clair dans les rapports entre les assureurs et leurs clients, c'est qu'il y ait des procédures automatiques d'exécution des contrats quand il se produit certains événements. Alors c'est évidemment pas envisageable avec tous les contrats, mais par exemple pour les contrats concernant des problèmes météorologiques, pour les gens qui veulent assurer une vigne ou contre le gel, etc., on peut imaginer des choses automatisées. Et puis, il y a une autre idée encore plus simple et qui vient d'être mise en œuvre, c'est, par exemple, pour les retards d'avion. Vous prenez un avion et vous voulez vous assurer contre le fait que votre avion n'aura pas de retard. Et s'il a un retard, vous voulez être indemnisé automatiquement. Et bien ça a été fait. AXA a mis en place un système d'assurance automatique qui s'appelle FISI. Alors, c'est aujourd'hui très limité. Il y a indiqué, pour 9 €, vous êtes... pour un prix de billet à 550 €, vous êtes indemnisé à 140 € si le vol a plus de 2 heures de retard entre Paris et New York. Et c'est automatisé, c'est mis dans le smart contract. Et quand l'avion a 2 heures de retard, il est averti par ce qu'on appelle un oracle, donc quelque chose qui est indépendant de l'assureur, qui lui dit il y a eu plus de 2 heures de retard sur ce vol, et l'indemnité est versée automatiquement sur celui qui s'est assuré. Voilà, alors on peut faire, toujours avec ces smart contracts, c'est leur intérêt, un marché de la prédiction. Donc vous allez prédire, par exemple, que le prochain président de la République, ça sera un tel, etc. Et puis vous allez engager des fonds, mais ça sera géré automatiquement sans sans autorité centrale qui reçoit les fonds et qui les distribue si ça lui plaît bien. On peut envisager des serrures connectées. D'autres applications, et puis je vais m'arrêter là, c'est des certificats de propriété, des cadastres, des données médicales qui peuvent être gérées sur une blockchain. Voilà, je m'arrête ici pour laisser du temps aux questions. Voilà, ben merci aussi d'avoir parlé des...
de l'école d'ingénieur Léonard de Vinci qui gère ses diplômes dans les blockchains. Je voudrais juste ajouter une petite chose comme retour sur investissement pour l'Institut Léonard de Vinci qui a la gentillesse de nous prêter cet amphi. L'association CyberEdu a commencé à distribuer ses labels CyberEdu pour récompenser les enseignements d'excellence qui incluent la cybersécurité dans leur cursus. Et donc, des 7 premiers labels distribués, 2 l'ont été pour les MBA de l'Institut Léonard de Vinci. Voilà, donc vous avez Béatrice à gauche, moi à droite, et nous prenons les questions. Première question, si je peux me permettre, je voudrais en poser une. Oui. Une chose qui m'interpelle, est-ce que les cyberattaques par cryptovirus qui vendent la clé de déchiffrement 300 € en bitcoins, c'est fait pour augmenter le cours du bitcoin ou pas? C'est pas une question du tout stupide, puisqu'il est bien connu, enfin, moi j'ai lu ça plusieurs fois, qu'il y a des entreprises qui, pour pouvoir réagir vite le jour où elles seraient victimes d'un ransomware, achètent des bitcoins par avance. Si elles en achètent, ça fait monter les cours. Ça fait monter le cours. Alors ça c'est parmi les choses qui sont inquiétantes à propos du Bitcoin, que j'aurais pu mentionner comme 7e point, là j'en ai mentionné 6, il y a effectivement que l'existence de cette monnaie numérique programmable, parce qu'en fait c'est bien cette capacité à être programmée et à circuler sur le réseau, ça facilite un certain nombre d'arnaques, et en particulier les ransomware. La quasi-totalité des ransomware aujourd'hui fonctionne en demandant à être payé en bitcoin. Ça, c'est quand même quelque chose qui, effectivement, est inquiétant pour les bitcoins. Et on peut imaginer que certains États décident d'interdire toute manipulation des bitcoins. Je ne dis pas qu'elles réussiront à l'obtenir, parce que, justement, ça crée la possibilité de mettre au point des systèmes de rançon plus tranquillement que quand il n'y a pas de monnaie cryptographique qui existe. Donc, première question là, je vous répète pour permettre au maximum de personnes de poser des questions, qu'une question, c'est quelques mots suivis rapidement d'un point d'interrogation. Jean-Jacques Urban-Galindo, retraité du groupe PSA Peugeot Citroën. Je suis plutôt satisfait de voir que vous avez sur le Bitcoin une opinion qui est proche de la mienne, en particulier un défaut qui est la dépense d'énergie. Donc tous les gens qui disent que c'est un dispositif qui va coûter moins cher que les dispositifs actuels, moi je ne vois pas comment ça va marcher. J'ai un deuxième point sur lequel je voudrais avoir votre avis, c'est que j'ai le sentiment que le protocole qui est proposé repose sur une infaillibilité du protocole et de l'écriture des programmes qui le supportent. Or, je suis de ceux qui pensent qu'il n'existe pas et qu'il ne pourra pas exister de programme informatique s'exécutant de façon mathématiquement exacte par rapport à une proposition mathématique absolue. Alors, et donc, je crois que quand on arrive ensuite au smart contract, alors là, déjà les petits caractères dans les protocoles d'assurance, c'était pas facile à lire, mais là, avant qu'on ait de l'écriture de smart contract sans erreur, je pense qu'il va passer de l'eau sous les ponts de la Seine avant les inondations. Ok, je crois qu'il y a un grand spécialiste mathématicien qui peut répondre. Alors, concernant le protocole du Bitcoin, bon, qu'il n'y ait pas d'erreur dedans, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, sauf j'ai évoqué l'histoire que la gouvernance, finalement, elle n'est peut-être pas si bien conçue que ça conduit à une dépense d'électricité, mais ce n'est pas des erreurs, c'est plutôt une erreur générale de conception. Maintenant, sur l'écriture des programmes, ça c'est une vraie question. Je n'ai pas insisté sur ce point-là, mais les programmes sont écrits en open source. Et s'il y a bien un domaine où les gens vont lire les programmes en open source et vérifier qu'ils ne font pas autre chose que ce qu'ils doivent faire, c'est bien le domaine des crypto-monnaies. Et il y a eu un problème en 2010 où il y a quelqu'un qui a trouvé un bug dans le protocole du Bitcoin, dans les clients, et il a réussi à créer instantanément des milliards de Bitcoins, qui s'est attribué évidemment.
Alors ça, c'est le gros bug qu'il y a eu dans le Bitcoin, si on réfléchit à l'histoire. Alors, à cette époque-là, il y avait un petit nombre de mineurs, ils se sont tout de suite mis d'accord pour faire quelque chose qui n'a plus jamais été fait depuis, c'est une fois, mais avec un accord général. Ils ont arrêté la blockchain, donc le rajout de page toutes les 10 minutes, ils sont revenus en arrière, ils ont corrigé le bug qu'ils ont réussi à identifier et à corriger rapidement, et ils ont refait repartir. Personne n'a été lésé, sauf celui qui avait trouvé le bug et qui aurait bien aimé gagner des milliards de bitcoins, mais qui ne les a pas gagnés. Ce qui prouve d'ailleurs une chose, mais ce qui s'est passé pour l'Ether est comparable, il y a eu plusieurs histoires équivalentes pour l'Ether, c'est qu'il y a quand même une gouvernance, et quand le protocole est attaqué parce qu'il y a eu un bug que quelqu'un a repéré et a exploité, il y a quand même une réaction qui est possible. Si tout le monde est d'accord, ce qui s'est passé donc dans l'histoire de 2010 que j'évoque, ce qui s'est passé aussi, alors là tout le monde n'était pas d'accord dans le cas d'Ethereum il y a 1 an et demi, il y a quand même une sorte d'unité parmi les mineurs qui peuvent s'accorder pour dire bah oui, on arrête tout, on enlève quelques pages et on refait repartir le truc. Et c'est plutôt rassurant. Alors, c'est un petit peu contraire à l'idée de départ que la blockchain doit être autonome, que personne ne doit pouvoir interrompre son fonctionnement. Donc c'est contraire à cette idée-là, donc ça c'est un peu dommage. Mais c'est quand même aussi rassurant, puisque ça signifie que s'il y a un bug, finalement, ça ne sera pas la catastrophe et que le Bitcoin ne va pas s'effondrer parce que quelqu'un aura trouvé qu'il y a 2 points égales au lieu de 2 points quelque part. Il y a un expert de la mécanique quantique qui voudrait poser une question. Alors je crains le pire, je ne vais pas savoir répondre à sa question, parce que je le connais. Non, c'était pas spécialement pour des questions. Merci Jean-Paul pour ton intervention qui était très intéressante. Juste pour préciser quelques points par rapport aux questions de l'audience et en complément de ce que tu as dit aussi. Sur les programmes sûrs, ça existe déjà. Hein. Il y a des preuves formelles pour des programmes informatiques. Le programme qui dirige la ligne 14 du métro à Paris est un programme sûr qui fait plusieurs dizaines de milliers de lignes. Les preuves de programme. Qui a été prouvé formellement. Et on fait à l'heure actuelle de la preuve formelle sur des smart contracts. Encore faut-il que les smart contracts soient écrits d'une certaine façon. Voilà. Mais ça, c'est pas impossible. Ensuite, il y aura des templates, des modèles de smart contract type qui seront réutilisables. Hein, c'est ce qui se passe pour les ICO. Voilà, on le fait déjà pour certains types, mais pour les assurances aussi, on commence à le voir. Par contre, je trouve souvent l'orientation des critiques sur Bitcoin relativement trop tranchante, parce que à mon sens la plupart des problèmes que tu as soulevés et que les gens soulèvent dans leurs questions ici sont des problèmes qui n'existent pas, parce que rien n'est immuable, hein. Une sécurité c'est pas immuable, ça change, une blockchain ça changera aussi, et par ailleurs le minage il est pas immuable, on l'a vu, il reste que quelques années de minage sur Bitcoin, il reste quelques mois de minage sur Ethereum. Le minage c'est temporaire, c'est juste pour créer au début de la masse monétaire. C'est pas du tout le système permanent de la blockchain. C'est un système transitoire à la naissance de la blockchain, le minage, pour faire de l'émission monétaire. Après, on passe en preuve d'enjeu, et tu n'as pas cité Litecoin, mais Litecoin est en preuve d'enjeu depuis des années, ça marche très bien. Oui, mais il représente quel pourcentage des monnaies cryptographiques? Litecoin, c'était le 5e sur le tableau que tu as projeté, ou le 4e ou 5e. Voilà, juste pour quelques compléments. Non, mais je réponds quand même. J'ai pas dit. Sa chaîne de Bitcoin. Voilà, c'est assez rare que dans une salle, on a quelqu'un qui, comme le japonais ou pas lui, prend pas Renaud. Merci Gérard. Je réponds quand même un petit peu. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de solution. À chaque fois, j'ai évoqué des solutions possibles. Oui, mais j'ai quand même insisté sur l'électricité parce qu'aujourd'hui, la dépense d'électricité, je trouve qu'elle est démente. Les distributeurs de billets, c'est un Non, oui, mais c'est pas vrai. J'y crois pas, ça. C'est pas 3 centrales électriques. Les distributeurs de billets ne dépensent pas 3... Je parle pas du transport, les camionnettes, le carburant... Mais c'est pas la même chose. Non, je suis pas... Question au fond. Oui, bonsoir professeur, je vous remercie déjà pour votre intervention. Donc, Étienne Pousseau, je suis chargé de mission au ministère de l'Intérieur. Ma question va justement dans le prolongement de votre intervention, monsieur, concernant justement le coût actuel des transactions. Il est récompensé, vous nous l'expliquiez, par le fait qu'il y a 12,5 bitcoins qui sont offerts aux mineurs par période de 10 minutes. Lorsqu'on va arriver au bout de ce système-là, qu'il n'y aura plus de distribution
de Bitcoin toutes les 10 minutes, quel sera l'intérêt pour les mineurs de mettre toutes ces ressources au service de la communauté, au service de la blockchain, pour finalement ne pas avoir ou avoir très peu de retour sur investissement? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où finalement on va arriver au bout de ce système et il faudra recommencer une nouvelle chaîne pour que c'est un intérêt pour les mineurs? La réponse, je ne vais pas insister dessus, c'est les commissions. Aujourd'hui, les commissions représentent 1 ou 2 bitcoins par période de 10 minutes. Elles peuvent augmenter si le nombre de gens qui utilisent le bitcoin, si la taille des pages quand même augmente, ça semble quand même inévitable, et que chacun met une petite commission, les mineurs auront intérêt à miner, donc à continuer à surveiller, à faire fonctionner, parce qu'ils toucheront les commissions. C'est l'idée de Satoshi Nakamoto. L'idée, je fais décroître l'émission toutes les 10 minutes, donc tous les 4 ans c'est divisé par 2, mais il reste les commissions qui à la fin justifieront parfaitement que des acteurs participent à la gestion, à la surveillance de la blockchain. Je signale aussi quelque chose, c'est dans le cas d'Ethereum, il n'y a pas de baisse de l'émission. Alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et j'ai l'impression que Satoshi Nakamoto s'est trompé là-dessus. Mais alors quand je dis ça, il y a toujours des gens qui me disent non, c'est toi qui as tort, tu comprends rien. Voilà. L'idée de Satoshi Nakamoto, c'était de pouvoir dire il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas plus. Donc ça rassure tout le monde, voilà, il ne pourrait pas y avoir de planche à billets, il n'y aura pas d'inflation créée par la création de nouveaux bitcoins massivement tout d'un coup parce que quelqu'un les déciderait. Dans le cas de l'Ether, il y a un certain nombre d'Ethers, je ne connais pas le nombre exact, qui sont créés, c'est d'ailleurs pas toutes les 10 minutes, c'est tous les 15 secondes ou les 10 secondes, et il n'est pas prévu qu'il y ait de baisse. Et alors ça, c'est à mon avis aussi bien que ce qui se passe pour le bitcoin, parce que si ce qui soucie les gens, c'est le fait que d'émettre de nouvelles unités, ça crée de l'inflation. Oui, c'est ce qui se passe et c'est comme ça qu'il y a des monnaies qui peuvent avoir une inflation de 100% par an ou de 100% par an. C'est parce que la banque centrale, elle imprime. Bon, donc, si à un moment donné on cesse d'en émettre, c'est sûr, cette planche à billets n'existera pas. Mais dans le cas de l'Ether, elle n'existe pas non plus, puisque la proportion d'Ether qui vont être créés chaque année, comparé au nombre d'Ethers qui seront déjà émis et qui circuleront, cette proportion va aller décroissante, puisqu'on en émettra le même nombre chaque année, et que par contre leur masse va continuer d'augmenter. Donc la pression d'inflation, moi j'aime bien employer ce terme-là, créée par les émissions nouvelles d'Ethers, elle va aller décroissant, et donc on obtient le même résultat que ce que voulait obtenir Satoshi Nakamoto avec ses divisions par 2 tous les 4 ans. Donc j'ai l'impression que cette division par 2, n'est pas utile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'y a plus de minage dans quelques mois sur Ethereum, il faut être très clair. D'ici un an, il n'y a plus de minage du tout. Oui, bah, j'attends de voir. Parce que c'est la preuve d'enjeu qui va remplacer tout. Tu me fais le signe. Mais oui, mais c'est prévu depuis longtemps, ça a été repoussé et aujourd'hui, c'est pas en marche. Donc j'attends de voir, voilà. Peut-être. Mais je demande pas mieux que de le croire. Bonsoir, monsieur. Je suis M. Grosco, je suis actuaire en fait. Ce qui me déroute le plus, quand la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, alors c'est une question sur le Bitcoin, c'est pas sur la blockchain en elle-même, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réserve réglementaire à l'actif d'un bilan. Alors que dans le cas des banques et des assurances, il y a toujours une réserve même. Voilà. Est-ce que, il semblerait qu'il n'y en ait pas, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Voilà, c'est ma question. Monnaie fiduciaire, ça veut dire monnaie basée sur la confiance, je ne vous l'apprends pas. C'est la confiance dans la banque qui émet. Vous faites confiance qu'elle ne va pas massivement imprimer des billets. La confiance qu'on peut avoir dans le Bitcoin, elle n'est pas de même nature. Elle est de nature, elle veut dire algorithmique, c'est le fonctionnement. À partir du moment où tout le monde est d'accord sur le cahier de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tout le monde est d'accord sur le cahier de compte, si le cahier de compte est infalsifiable, donc le compte A, il détient 10, le compte B, il détient 5, etc. Qu'on ne peut vraiment pas y toucher, qu'il y a 5000 nœuds ou plus qui vérifient qu'on ne va pas pouvoir modifier ça, ces objets qui sont purement abstraits, je suis bien d'accord, qui sont purement numériques, ils deviennent réels comme des pièces métalliques. Moi, c'est ça mon interprétation, et donc je ne vois pas de problème à ce qu'on attribue de la valeur à ces objets
qui sont purement numériques, oui, mais qui finalement existent avec une telle force à cause du réseau de plus de 5000 nœuds qui gardent la blockchain, qui font qu'on ne peut pas changer et que vous ne pourrez pas déplacer artificiellement un bitcoin du compte A vers le compte B si le détenteur du compte A n'est pas d'accord. Il y a une sorte de robustesse, de dureté, enfin, je dirais, de ces objets numériques qui est au moins aussi bonne que des pièces de monnaie métalliques. Voilà, c'est le consensus de valeur, sur le consensus de contenu des comptes, qui est tellement fort et qui est tellement verrouillé que finalement ces objets finissent par exister comme si c'était des objets matériels, voire plus. S'il vous plaît, oui. Une petite précision, vous avez parlé d'horodatage tout à l'heure. Comment la blockchain peut assurer l'horodatage? Parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a un seul nœud qui enregistre la date. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. L'horodatage n'est pas très précis, hein, puisque c'est en gros avec un pas de temps de 10 minutes. Mais voilà, donc quand quelque chose... Alors, il faut que la transaction, par exemple, auquel vous avez associé un message et que vous voulez mettre sur la blockchain pour eurodater ce message, cette empreinte, par exemple, d'un fichier que vous voulez, donc vous voulez prouver l'existence à telle date, il faut qu'elle ait suffisamment une commission suffisante associée pour qu'elle soit effectivement choisie par le mineur qui va créer la page et qu'il la mette sur la blockchain. Mais une fois qu'il l'a mise sur la blockchain, cette transaction y est, je dirais, pour l'éternité. En particulier, qui va pouvoir décider entre guillemets, mais qui pourra influer sur la date de redatage. Oui. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment fiable de ce point de vue-là, la date de redatage? Elle n'est pas très précise, c'est ce que je dis. Mais bon, pour un brevet, à une journée près... Oui, je travaille à l'INPI d'ailleurs. Donc à une journée près, c'est pas très important. Et même si elle est rajoutée 3 jours après, d'accord, vous pourrez attester que vous disposiez du fichier que 3 jours plus tard, peut-être... D'accord, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une malversation liée au fait qu'un nœud particulier pourrait décider d'enregistrer? Si on prend l'exemple du brevet, mais c'était pas vraiment ça mon idée. Est-ce qu'un nœud en particulier pourrait décider d'imposer un eurodatage qui l'arrange lui? Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le mécanisme de sécurité globale de la blockchain. Non, un nœud, d'abord, il faut qu'il gagne. Comme la concurrence entre les nœuds est très importante, il n'est pas du tout assuré de gagner. Mais admettons, on peut très bien imaginer, pour une période de 10 minutes, qu'un nœud gagne et il dit « ouais, celle-là, je ne la mets pas. Cette transaction, je ne la mets pas parce qu'il ne veut pas la mettre. » Ça, il a la latitude de ne pas mettre une transaction. Donc, il va retarder. S'il y a une commission assez importante associée à cette transaction, donc à l'empreinte associée, le mineur suivant qui va gagner, qui a toutes les chances de ne pas être le même que celui qui aura décidé de ne pas la mettre, il va la mettre. Donc, ça va retarder de 10 minutes. Donc, oui, alors tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Si une transaction est diffusée avec une date-heure qui est trop différente de celle des voisins, elle n'est pas relayée. Donc il reste sur un nœud. Autrement dit, si quelqu'un essaie de truander trop la date et l'heure, la transaction n'est pas diffusée. Elle est minée localement, mais elle ne sera pas diffusée. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas validée, en fait. Ouais. Non, je pense que le mécanisme de redatage, il est robuste. Il n'est pas précis, mais il est robuste. C'était Fabrice Bardet, directeur sécurité de l'INPI. Vous vous nommez, hein, sinon je vous nomme. Bonjour, Mickaël Simantov, je suis consultant en cybersécurité. Déjà, je voulais vous remercier pour la clarté de votre exposé. J'avais une question à vous poser concernant l'algorithme SHA-256. Qu'est-ce qui se passera concrètement le jour où la confiance dans cet algorithme ne sera plus? Alors, c'est un sujet de... Avec le chiffrement quantique. Non, mais c'est un sujet extrêmement sérieux. Et cet été, je lisais justement un papier qui traitait de ça. Qu'est-ce qui se passe quand telle primitive casse? Ça dépend quelle propriété du SHA-256 casse. Toutes les propriétés sont pas graves. Si vous pouvez créer... donc, je pourrais vous renvoyer le papier qui détaille très précisément la propriété d'une fonction de hachage cryptographique défaillante, quelles conséquences ça a sur le Bitcoin. Toutes ne sont pas graves, ce qui est un peu étonnant. Mais, voilà. Mais vous m'envoyez un mail, je vous renvoie le papier, dans lequel c'est étudié soigneusement. C'est un sujet de cryptographie mathématique très sérieux, qui est traité très sérieusement par les universitaires qui s'occupent de ça. Bonsoir, Marc Cohen, je suis consultant chez Atos.
Je voulais savoir en fait, parce que vous expliquiez que 80% du minage était détenu, enfin était généré par la Chine. Ouais. Donc grosso modo, c'est quand même eux qui pilotent, qui font générer l'augmentation progressive du cours du Bitcoin, et qu'à terme, ça pourrait rivaliser. C'est pas eux qui achètent et qui vendent et qui font le cours. Le cours du Bitcoin, il est déterminé par les plateformes d'échange. Il y a des gens qui veulent vendre à tel prix, des gens qui veulent acheter. Toutes les plateformes, comme pour les actions, ça se passe pas en Chine. Les 80% que je mentionnais, c'est les 80% de puissance de calcul du SHA 256 qui fait qu'il y a 80% des bitcoins émis qui vont effectivement se retrouver en Chine. Mais le cours, lui, il est déterminé par la rencontre entre une offre et une demande. Mais disons la Chine aspire quand même potentiellement une grosse partie des bitcoins. Oui, mais il y en a beaucoup qui avaient été émis avant que la Chine s'en occupe, donc il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur, il y en a peut-être beaucoup qui passent à l'extérieur discrètement. Donc je ne suis pas sûr que sur le cours du Bitcoin, la Chine étant Parce qu'elle a quand même la puissance de calcul est détenue par la Chine. Oui, la puissance de calcul pour miner, c'est-à-dire pour se faire attribuer les 12,5. Les nouveaux Bitcoins qui sont créés vont majoritairement en Chine. Ça, c'est vrai. Donc si par exemple, eux en détiennent un maximum et qu'ils refusent, enfin, qu'ils les détiennent sans vouloir les échanger ou les revendre, ça va quand même... D'abord, c'est pas le cas, parce que les gens... sur Internet, vous trouvez des films très bien sur les usines de minage, y compris en Chine, et ils ont un coût de fonctionnement qui n'est pas du tout négligeable. Donc il faut qu'ils payent ce coût de fonctionnement, et pour payer ce coût de fonctionnement, ils vendent leur Bitcoin en partie, évidemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas à terme possibilité que la Chine fasse augmenter, par ses interventions, par rapport au dollar, et vienne couler à ce moment-là le dollar? À terme, hein. Non, moi je ne crois pas. Ce qui peut se produire avec la puissance de calcul, c'est qu'il y ait des décisions qui soient imposées, alors c'est la science-fiction, hein, qui soient imposées par le gouvernement chinois sur des modifications du protocole que le gouvernement chinois arrive à imposer. Mais je sais pas, je pense qu'il y aurait des réactions. Alors ce qui se passe avec le Bitcoin Cash est assez intéressant quand même, parce que donc c'est la même chose que le Bitcoin, sauf c'est des pages de 8 mégas au lieu d'1 méga. Je pense que si tout d'un coup, il y avait beaucoup de doutes sur la volonté du gouvernement chinois de truquer des choses concernant le Bitcoin, il pourrait y avoir une part importante de la puissance de calcul. Oui, mais enfin non, ce que je dis, c'est pas vrai. Parce que la puissance de calcul pourrait très bien se reporter sur le Bitcoin Cash aussi vite. Donc la puissance qui est détenue en termes de pouvoir de décision sur l'évolution des protocoles, elle est détenue aujourd'hui en partie importante par la Chine. Et malheureusement, c'est un problème, effectivement, si le gouvernement chinois voulait l'utiliser. Je pense qu'il ne l'utilise pas pour l'instant. Ça pourrait se voir, on pourrait le soupçonner. Je pense qu'il ne l'utilise pas, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ici, bonsoir, Franck Normamode, je suis néophyte en blockchain et Bitcoin. J'ai deux questions. Vous avez parlé de gouvernance. Ouais. Qui gère cette gouvernance? Est-ce que c'est géré un peu comme les monnaies par des banques centrales ou des gouvernements ou autres? Et question 2, est-ce qu'il y a, pour l'échange, que vous avez parlé effectivement qu'il y a des transactions, est-ce que donc effectivement il y a un genre de bourse ou quelque chose de cette nature? Il y a des dizaines et des dizaines de bourses où vous présentez avec des euros et vous obtenez des bitcoins en échange. Il y en a en France. Les bourses... en général, vous demandent votre identité. Donc, vous n'êtes pas anonyme quand vous échangez des euros en bitcoin ou l'inverse. Vous ne pouvez pas être anonyme. Mais maintenant, il y a des bourses clandestines. Voilà, il y a des gens qui sont en prison à cause de ça. Donc, pour ce qui est des échanges, demain, vous pouvez ouvrir un compte, donner 1 000 euros donner 1 000 euros et obtenir en échange des bitcoins que vous allez recevoir sur votre compte personnel que vous gérez. Ça, il n'y a pas de problème. Concernant la gouvernance, alors la gouvernance, ça, c'est une sorte de majorité qui s'applique quand quelqu'un veut proposer une modification du protocole. Par exemple, d'1 méga passer à 2 mégas ou à 8 mégas. Donc, il va publier sa proposition de modification. Il y a un système de publication officiel qui s'appelle les BIP, je ne sais pas quoi, avec des numéros. Et puis, selon les mineurs, ceux qui détiennent la puissance, ils communiquent entre eux. Donc, ils vont convenir éventuellement d'un système de vote. Le système de vote, ça va consister qu'à chaque fois que quelqu'un mine une page, il va indiquer dans les 80 caractères disponibles s'il vote pour la proposition ou contre.
Et puis, au bout d'un certain nombre de pages, on fera un bilan et on aura une sensibilité, on pourra mesurer la sensibilité des gens qui détiennent la puissance de minage à cette proposition. S'il y en a 98% qui sont pour l'évolution, elle va être programmée, on va fixer une date, l'information va circuler, et puis à la date donnée, tout le monde va télécharger le nouveau client du réseau avec la modification qui sera donc validée. Donc c'est une sorte de vote qui va être fait par ceux qui détiennent la puissance. Donc c'est la puissance de calcul des SHA 256. C'est bien ça qui va déterminer que la décision est prise ou pas. S'il y en a 90% qui sont pour et 10% qui sont contre, et qu'on décide quand même, enfin que les 90% qui sont pour décident de faire la modification et que les 10% qui sont contre ne veulent pas, ça peut faire une fission du réseau. C'est ce qui s'est passé pour Ethereum quand il y a eu un retour arrière sur la chaîne. Donc en général, ce qui se passe, c'est que les modifications ne sont faites que quand tout le monde est d'accord. Et à ce moment-là, les modifications sont annoncées, la date de mise en œuvre est publiée et le truc est mis en œuvre à cette date-là. Et la gouvernance, ça fonctionne comme ça. Des propositions qui circulent, des informations quand même qui circulent entre les gens qui disposent du pouvoir sur le calcul des SHA 256. Et puis quand tout le monde est vraiment d'accord et qu'on est sûr que ça ne va pas créer de problème, on fait passer la modification. Et si tout le monde n'est pas d'accord et qu'il y en a une partie importante qui veulent la faire passer, ça fait ce qui s'est passé pour le Bitcoin Cash. Un fork. Moi, j'ai une question hyper basique. Je vais acheter 1 milliardième de Bitcoins. Pas les moyens de plus. 1 milliardième ? Non. J'ai besoin de télécharger sur mon smartphone un porte-monnaie virtuel. Oui. Alors la question, c'est où je le trouve ? Des fois que ça vous tapez wallet Bitcoin ou porte-monnaie, à mon avis Bitcoin ça doit marcher aussi, vous allez avoir toutes sortes de sites qui vont se proposer, mais aussi des sites qui évaluent les divers porte-monnaies qui sont disponibles et vous allez choisir en fonction des informations que vous allez voir. Donc là, vous partez à la chasse aux informations et puis plutôt en allant voir d'abord un site qui compare les diverses porte-monnaies, vous allez en choisir un, puis après vous irez sur le site de celui qui émet le porte-monnaie, vous le prendrez gratuitement ou vous l'achèterez, ça dépend des cas, vous achèterez éventuellement une clé pour le sécuriser s'il faut. Il y a une société française qui s'appelle Ledger qui fait ça très bien. Il y en a une autre qui s'appelle Electrum qui fait ça aussi très bien. J'envoie des euros par ma carte de paiement et je reçois des bitcoins. Alors ça c'est autre chose. Il y a deux étapes. Si vous voulez avoir sur votre smartphone des bitcoins, vous allez d'abord télécharger un porte-monnaie numérique. Donc, j'ai indiqué le procédé. Ensuite, il va falloir obtenir des bitcoins. Ça, c'est une seconde chose. Le porte-monnaie numérique, il vous permet de créer des comptes. 1, 2, 10, voilà, vous pouvez créer des comptes. Il y a des porte-monnaies qui vous créent automatiquement 20 comptes d'un coup, voilà. Donc c'est 20 numéros de compte avec des clés secrètes associées que le porte-monnaie gère. Vous n'avez pas forcément besoin de les gérer vous-même en écrivant de très longues suites de caractères incompréhensibles. Donc ça va être géré. Ensuite, si vous voulez acquérir des bitcoins, là vous allez vous adresser à une plateforme d'échange, un endroit où on vend des bitcoins, où il y a l'offre qui rencontre la demande. Je ne veux pas faire de publicité, mais il y a une plateforme française qui s'appelle Paymium, qui je pense est tout à fait sérieuse, elle a des bonnes notations. Vous allez prendre contact avec elle, elle va vous demander des pièces d'identité pour vous ouvrir un compte, et vous allez ouvrir un compte, et à ce moment-là, vous pourrez lui envoyer par carte bleue, je pense qu'elle accepte les paiements par carte bleue, des euros, et elle vous renverra des bitcoins. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit elle va les garder et gérer elle-même les bitcoins sur un compte qui sera à votre nom, comme une banque qui gère un coffre. À ce moment-là, si elle fait faillite, vous perdrez vos bitcoins. C'est ce qui s'est passé pour la fameuse plateforme d'échange qui s'appelle Mt. Gox, où des gens ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils avaient laissé leurs bitcoins sur Mt. Gox, sur la plateforme d'échange. Ou bien vous n'avez pas confiance dans cette plateforme, et donc à ce moment-là, vous les rapatriez. À ce moment-là, vous les rapatrierez sur votre compte, sur les comptes que vous aurez ouverts avec votre porte-monnaie, et à ce moment-là, c'est vous qui en serez responsable. Si vous faites voler si vous perdez votre portefeuille, vous perdez la clé, etc., il n'y aura aucun recours. Si on se fait chiffrer son portefeuille,
Par une attaque, on ne peut plus acheter des bitcoins pour... Non, mais aujourd'hui, les porte-monnaies sont bien conçus pour que leur utilisation soit simple et qu'on ne se fasse pas avoir trop bêtement en perdant la clé, etc. Donc, voilà, donc les progrès qu'il y a eu, ça fait quand même 9 ans bientôt que le Bitcoin existe, ont en particulier porté sur la facilité et la sécurité d'utilisation des porte-monnaies. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut gérer un porte-monnaie en faisant un tout petit peu attention à ce qu'il fait et il ne perdra rien du tout. Voilà, donc, et puis s'il n'a pas confiance, il peut laisser ses bitcoins chez Paymium ou ailleurs. Hein. Geneviève Boucher. Moi, j'avais des bitcoins sur mon téléphone avec les codes dans des post-it. On m'a volé le téléphone. Et donc, les bitcoins sont perdus pour tout le monde. Voilà. Ils sont perdus pour tout le monde. Sauf si celui qui vous a volé le téléphone... Non, il ne pourra pas. Non. Ah non, mais bon, c'est pour ça que c'était juste une anecdote que je voulais raconter. Si on veut acquérir des bitcoins sans s'arracher la tête, on va à la maison du bitcoin à Paris. Et ils s'occupent de tout et voilà. Bon, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors, je voulais juste vous interpeller parce que l'autre jour, il y a une semaine à peu près, on m'a montré une carte Visa. Qui gère nous on est en Europe, donc les euros et les bitcoins. Oui, c'est une carte, j'ai entendu parler de cette carte, oui. Ouais. Mais ça m'a beaucoup surpris. Je cherche des infos, mais j'en ai pas pour l'instant. Si. Alors il a quelque chose à... Renaud. Ok, alors dernière question, Renaud. Oui, il existe plusieurs sociétés, effectivement, qui vous permettent, d'une part, de gérer votre portefeuille Bitcoin sur votre téléphone, mais aussi de vous fournir une carte Visa ou Mastercard que vous pouvez utiliser chez tous les commerçants. Et soit ça fait à la volée la conversion en euros pour que le commerçant soit payé, donc c'est à la volée, soit c'est du prépayé, auquel cas vous alimentez de temps en temps en Bitcoin votre compte, c'est converti en euros, et ça vous fait une réserve d'euros que vous pouvez utiliser chez le commerçant. Dans tous les cas, c'est des cartes prépayées avec une vérification systématique, mais soit la conversion se fait à la volée, soit vous faites du prépayé, vous alimentez de temps en temps, vous rechargez votre carte. Il y a plusieurs sociétés qui le font, il y a 1% environ de commission sur la plupart des cartes. Donc ça pose la question, pourquoi je vais payer en Bitcoin alors que mon salaire est versé en euros? Il y a plein d'intérêts, parce que déjà si vous avez, je ne sais pas, acheté 10 ou 100 euros de Bitcoin il y a quelques années, vous êtes quand même relativement riche maintenant, donc vous pouvez en profiter pour vous faire des sorties resto ou loisirs, ou acheter du multimédia ou ce que vous voulez dans des boutiques en ligne, vous pouvez le faire avec votre carte Bitcoin. Voilà, c'est très simple. Tant que je dépense la plus-value que j'ai obtenue... C'est très simple à utiliser, ça vous évite de passer par des places d'échange, C'est ce qu'on appelle de l'enrichissement sans cause. Hein. Je me suis enrichi, j'ai rien foutu. Voilà. Donc tant que je dépose... Mais après, en régime de croisière, évidemment, ça bute sur cette réalité. Pourquoi je vais aller acheter en Bitcoin alors que mon revenu, alors là, pour le coup, j'ai travaillé pour il y a des commerçants que ça intéresse d'être payés en Bitcoin. Ouais. Pour des raisons de TVA, pour des raisons de... Il n'y a pas à déclarer tout de suite s'ils n'encaissent pas immédiatement la valeur. Il y aura à déclarer que la plus-value et pas le capital qu'ils ont perçu. Enfin, il y a plein d'intérêts. Mais normalement, on doit déclarer la plus-value. Tout le monde le fait pas. Uniquement la plus-value, mais pas forcément justement le capital. Le fisc américain a dit qu'il allait surveiller ça de très près. Et qu'il y avait seulement 300 personnes aux États-Unis qui avaient déclaré leur plus-value en Bitcoin. C'est ça, il y en a beaucoup plus qui en ont fait. Voilà, donc 20h06, c'était le mot de la fin. Jean-Paul, c'était un grand lundi de lieu.